Chapitre 11. Marcus Lafouine avait encore la gueule de bois. Mais ça n'avait pas l'air de le déranger. Il était en train de la faire passer en continuant à boire. Il s'en était bien tiré la nuit précédente. Voler Jeffa s'était avéré beaucoup plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Et le chasseur de primes avait dormi tout du long comme un bébé. Bien évidemment, les quelques gouttes de drogue de viol que Marcus avait versées dans le verre de Jeffa l'avaient grandement aidé. En temps normal, il n'aurait jamais gaspillé son précieux Rohypnol pour quelqu'un avec qui il n'avait pas l'intention de coucher, mais Jeffa portait au cou une superbe pierre précieuse bleue. Il l'avait bien dissimulée, mais l'alcool aidant, la pierre avait été de plus en plus visible aux yeux de celui qui guettait ce genre d'objet, et Marcus était justement de ceux-là. Il s'avéra en outre que Jeffa avait sur lui quelques milliers de dollars. Tout ce que Marcus boirait ces 2 ou 3 prochains mois serait offert par Jeffa. Il avait réservé une chambre assez coquette à l'International Hotel de Santa Modega, qu'il n'avait pas l'intention d'occuper trop longtemps, à cause de son prix. Quelques jours à vivre une vie de luxe suffiraient amplement. Marcus s'était dit qu'il avait mérité de profiter un peu de sa chance. Merde, il méritait bien 1 ou 2 gros caprices. Il était quasiment 2 heures de l'après-midi, et il n'avait pas encore tiré les rideaux. Il était assis nonchalamment sur l'énorme lit de sa chambre d'hôtel, toujours vêtu de son pantalon en cuir noir de la veille et d'un débardeur qui avait jadis été blanc. La télé était joliment positionnée, juste en face de lui, fixée sur le mur opposé, et sa bouteille de whisky était judicieusement posée sur la table de chevet, accessible d'un simple mouvement du bras. La belle vie, à n'en pas douter. C'était l'image que Marcus se faisait du paradis, ou tout du moins de la vie de château. Il était en train de comater devant le 2e épisode d'une vieille série sur une obscure chaîne du satellite lorsqu'on tapa doucement à la porte. « Service de chambre », dit une voix féminine légèrement étouffée par la porte. « J'ai rien demandé. » Il y eut une courte pause. « Bah, en fait, je suis la femme de chambre. Je suis juste venue faire le lit et ranger un peu. » Marcus sortit son pistolet de sous l'oreiller. Son arme passait toutes ses nuits sous ce qui lui faisait office d'oreiller, au cas où. Et, la nuit précédente, Marcus avait été d'humeur particulièrement paranoïaque. Il prenait toutes ses précautions craignant que Jeff ne le retrouve et ne lui fasse subir sa vengeance pour le vol de son portefeuille et, surtout, de la pierre précieuse bleue. Il s'extirpa du lit et tituba jusqu'à la porte, prenant soudain conscience de tout ce qu'il avait bu la veille. Il s'aperçut qu'il puait l'alcool et que ses habits auraient mérité une petite lessive. Mais la seule chose qui l'intéressait à ce moment-là était de savoir qui se trouvait sur le seuil, prétendant être une femme de chambre. Lorsqu'on volait un bon paquet de pognon et une pierre précieuse à Santa Bodega, mieux valait être sur ses gardes pendant quelques semaines, voire quelques mois. Pointant son pistolet contre la porte, il regarda par le Judas et vit dans le couloir une jeune femme à la peau claire, d'une 20aine d'années, vêtue de la robe classique de femme de chambre, tablier blanc compris. Elle avait l'air suffisamment inoffensive pour que Marcus glisse son pistolet entre son dos et son pantalon et ouvre la porte en prenant bien soin de ne pas enlever la chaîne de sécurité, juste au cas où. « Bonjour monsieur, Jeff, c'est bien cela ?» demanda la femme de chambre en lisant le nom écrit sur un carton qu'elle tenait à la main. Marcus se souvint qu'il avait payé la chambre grâce à l'argent contenu dans le portefeuille de Jeff. Afin de s'identifier, il avait sûrement dû tendre au réceptionniste le permis de conduire de Jeff. « Ouais, Jeff, c'est bien moi. Tu veux entrer pour nettoyer un peu, c'est ça ?»« Oui, monsieur Jeff, mais uniquement si cela ne vous dérange pas. » Marcus retira la chaîne de sécurité et ouvrit la porte. « Rentre donc, ma belle. Comment tu t'appelles ?»« Cassie. » Elle lui sourit d'un sourire vraiment charmant, un sourire capable de faire fondre le cœur d'un homme. Et celui de Marcus avait tendance à fondre très facilement. Cette fille, cette femme de chambre qui se tenait devant lui, était absolument sublime. L'excès d'alcool de la veille n'y était pour rien. C'était vraiment la plus jolie nana qu'il ait vue depuis un bon bout de temps. Elle était d'une douceur à peine réelle et avait des cheveux magnifiques. Lafouine était un grand amateur de chevelure féminine. La beauté du cheveu figurait dans les 5 premières entrées de sa liste d'appâts dont devait être dotée toute partenaire potentielle. Cette fille avait des cheveux noirs et soyeux qui tombaient aux épaules, vraiment très noirs. La plupart des mecs de Santa Bodega raffolaient des blondes parce qu'elles étaient très rares dans la région, mais pas Marcus. S'il avait le choix, il optait systématiquement pour une brune. « J'en ai pour 10 minutes à peine, monsieur Jeff. Vous ne me remarquerez même pas, dit-elle dans un sourire qui rehaussa ses pommettes et qui semblait être presque un clin d'œil. Écoute, Cassie, surtout, ne te sens pas pressée de finir en 2 minutes. Pourquoi tu ne te poserais pas un peu, hein ? On pourrait boire un verre, qu'est-ce que t'en dis ? La femme de chambre gloussa. Un gloussement aigu, signe indéniable qu'elle l'empinçait pour Marcus.
Il sentait parfaitement ce genre de choses, l'intuition du voleur. Bah, ça me plairait beaucoup, mais je ne suis pas autorisée à sympathiser avec la clientèle dans l'enceinte de l'hôtel. Eh bien, allons faire un tour dehors, chérie, dit Marcus en lui décrochant un clin d'œil salace. Cassie rougit fugacement, mais apparemment la proposition lui plut, car elle passa un index sur ses lèvres, lui humectant brièvement de sa langue comme pour aguicher Marcus. Vous voulez qu'on sorte ensemble ? Bien sûr, pourquoi pas ? Elle considérait la proposition un bref instant. Elle paraissait tentée et, en vérité, elle l'était. D'accord, je finis mon service dans 15 minutes. Vous n'avez qu'à prendre une douche rapide pendant que je nettoie la chambre et on se rejoint dans le hall de l'hôtel dans une demi-heure. Ce fut seulement à cet instant que Marcus prit conscience de la puanteur qu'il dégageait. Il était vraiment grand temps de prendre une douche. Ça roule, Cassie, répondit-il en lui lançant un regard crapuleux. Il se précipita vers la salle de bain, enlevant son débardeur en chemin. Cassie gloussa à nouveau, puis se pencha sur le lit pour changer les draps et les thés d'oreiller. « Voulez-vous que je laisse la télévision allumée pendant que vous êtes sous la douche, monsieur Jeffa ?»« Comme tu le sens, chérie, comme tu le sens », cria-t-il en réponse alors qu'il ouvrait les robinets de la douche, tout en continuant à se déshabiller. La journée commence vraiment bien, pensa Marcus. Peut-être la pierre bleue lui portait-elle chance, à moins que ce ne fût le gros tas de pognon dont il avait fait l'acquisition. Après tout, rien ne valait une petite fortune personnelle pour encourager le sexe opposé à vous trouver mignon. Il avait jeté son pantalon dans un coin, le pistolet avait rebondi sur le tapis de bain et l'avait posé sur le côté. Et il entrait à peine sous la douche lorsqu'il se rappela qu'il avait laissé son portefeuille, c'était bel et bien son portefeuille à présent, sur la table de chevet. Une sorte de sonnette d'alarme se mit à retentir dans son crâne. Devait-il se fier à cette fille, cette femme de chambre qu'il ne connaissait que depuis quelques minutes ? Il perçut presque aussitôt la réponse, un énorme oui, lorsque la porte de la salle de bain s'ouvrit sur Cassie, qui lui tendait justement son portefeuille. « Vous ne devriez pas laisser traîner ainsi votre portefeuille, vous savez, monsieur. Quelqu'un pourrait vous le voler et ce serait vraiment triste, parce que vous m'avez invité à déjeuner, pas vrai ?» dit-elle en le regardant de la tête aux pieds. Marcus était nu, et il en avait parfaitement conscience. Il adorait dévoiler son corps à une femme, surtout à l'improviste. À en juger par son expression, Cassie semblait à la fois médusée et agréablement surprise par ce qu'elle découvrait. Il lui adressa un nouveau clin d'œil, un clin d'œil lent et plein de sous-entendus. « Pose ça quelque part, chérie. J'en aurai fini avant que tu aies le temps de t'en rendre compte. » Cassie lui sourit, posa le portefeuille sur le bord du lavabo et retourna dans la chambre. « Hey, j'adore la série qui passe à la télé !» cria-t-elle d'un ton surexcité. « Ça va vraiment être une super journée. » Une super journée pour Marcus Lafouine. Il croyait mordicus que la chance était enfin avec lui et qu'elle le resterait pour le restant de ses jours. Bien sûr, un homme plus intelligent se serait montré extrêmement prudent et ne se serait fié à personne après une nuit telle que celle qu'il avait passée. En fait, un homme plus intelligent aurait déjà quitté la ville, en se jurant de ne jamais revenir. Chapitre 12. De retour au commissariat, Jensen trouva Summers à son bureau, en train d'étudier les photographies prises sur les lieux du double assassinat. Il leva les yeux pour lui demander « Avez-vous réussi à tirer quelque chose d'utile de Sanchez ?» Jensen s'enleva sa veste de cuir marron et la projeta dans la direction de son bureau, situé dans le coin de la pièce. Elle heurta le dossier de son fauteuil et glissa sur le sol. « Que dalle, il a un peu de mal à communiquer avec les représentants des forces de l'ordre, on dirait. »« Ouais, je vous avais dit qu'il vous donnerait du fil à retordre. » « Et vous ?» demanda Jensen en considérant les photos Polaroid disposées sur le bureau de Summers. « L'équipe scientifique a-t-elle trouvé quelque chose d'intéressant ?»« Non, rien du tout. Et il leur faudra encore une semaine pour se rendre compte que la moitié des empreintes digitales qu'ils auront relevées sont les leurs. » Jensen eut un petit rire poli. Il prit l'une des photos que Summers avait posées sur son bureau après les avoir examinées. C'était un gros plan immonde d'un des deux corps. Cela semblait encore plus monstrueux en photographie que dans la réalité. « Lequel est-ce » demanda-t-il au comble de la nausée. Summers jeta un bref coup d'œil sur la photo. « Ça doit être elle. Difficile à dire, pas vrai ?» Jensen fronça les sourcils, geste qui indiquait chez lui un moment d'intense concentration. Il ignorait pourquoi, mais il réfléchissait toujours mieux en fronçant les sourcils. En l'occurrence, il se dit qu'il devait exister un lien entre tous ces cadavres. Les meurtres se ressemblaient, c'était évident, mais quel était le lien entre toutes les victimes ? Quel avait été le point commun ? On en était à présent à 7 assassinats au total. Qu'est-ce qui pouvait lier ces 2 nouvelles victimes aux 5 autres dont Summers lui avait montré les photographies ? Je crois que ce serait enfoncer une porte ouverte que de dire que ces 2 personnes ont été tuées par le même individu, ou les mêmes individus qui ont tué les 5 précédentes, n'est-ce pas ? Demanda-t-il. On ne peut rien vous cacher.
Jensen s'adressa un regard direct à Summers pour voir s'il était en train de le prendre pour un branque. Il comprit alors que c'était sa manière habituelle de s'exprimer. Ça ne portait pas à conséquence. Jensen se laissa tomber dans son fauteuil, laissant sa veste par terre. Il s'adossa en levant la photo à hauteur de ses yeux afin de l'examiner au mieux. Il devait y avoir quelque chose. Quelque chose devrait lui sauter aux yeux. Mais quoi ? Quoi que ce fût, quel que fût le lien entre ces meurtres, il ne semblait pas visible sur les photographies. Summers devait bien avoir sa petite théorie là-dessus. « Avez-vous déjà trouvé un lien possible entre toutes ces victimes ?» lui demanda Jensen. Toujours absorbé par les autres photos, Summers hocha la tête. « Rien du tout, répondit-il. Les victimes semblent avoir été choisies au hasard. Leur seul point commun, c'est d'avoir eu les yeux énucléés et la langue arrachée. C'est donc la carte de visite du tueur, j'imagine. Les tueurs en série ont souvent recours à ce genre de procédé afin que les flics et les médecins légistes puissent reconnaître leur ouvrage. » Il se releva et se mit à arpenter le petit espace entre les deux bureaux. Summers hocha à nouveau la tête. Il ne semblait pas convaincu. « Je ne crois pas que ce soit très pertinent. Il est évident que c'est le même type qui a commis tous ces meurtres. Il sait que nous savons que c'est lui, alors pourquoi s'embêterait-il à nous laisser les preuves supplémentaires ?» Summers semblait se référer, une fois de plus, au Bourdon Kid. « Ce n'est peut-être pas lui, proposa Jensen dans l'espoir d'engager la discussion. « Oh si, c'est bien lui, Jensen. C'est lui, pas de doute. Asseyez-vous un moment, s'il vous plaît. » Jensen ramassa sa veste et la posa sur le dossier de son fauteuil, qu'il tira afin de s'asseoir face à Summers, lui signifiant ainsi toute l'attention qu'il s'apprêtait à lui accorder. « Allez-y, dites-moi. » Summers déposa les photos qu'il avait en main, posa les coudes sur la table et joignit les mains. Il paraissait fatigué, et son collègue perçut comme un brin d'impatience dans ses gestes. « Nous avons convenu que je ne me moquerais pas de vos théories surnaturelles et paranormales, et nous avons également convenu que vous accepteriez ma théorie sur le Bourdon Kid, en vous abstenant de la rejeter de but en blanc, comme tout le monde en a l'habitude, pas vrai ? Exact. Écoutez, Jensen, il n'y a pas de gros retournement de situation dans cette enquête. On ne va pas découvrir que c'est en fait l'ex-femme du Bourdon Kid qui a commis tous ces meurtres pour l'en accuser. Ce ne serait pas non plus le Major Dunn. Et Kevin Spacey ne ferait pas irruption dans le commissariat, recouvert de sang, en criant « Inspecteur, inspecteur !» d'une voix suraiguë, et vous ne trouverez certainement pas la tête de votre épouse dans une boîte en carton au milieu du désert. C'est le Bourdon Kid qui a commis ces meurtres. Il s'interrompit pour inspirer et ne put réprimer un profond soupir. Alors, si vous voulez vraiment essayer de résoudre cette affaire, essayez donc de trouver un mobile et déduisez-en l'identité de la prochaine victime. Si vous découvrez quelque chose qui me prouvera que le Bourdon Kid vient de Mars, ou qu'il s'agit d'un fantôme, ou qu'il nous faut un exorcisme pour l'arrêter, alors pas de problème, c'est comme ça qu'on procédera. Mais comprenez bien cela, Jensen. Si vous cherchez un autre tueur que les Kids, vous perdez votre temps. Croyez-moi, concentrez-vous uniquement sur la recherche du Bourdon Kid ou de sa véritable identité. C'est ainsi et pas autrement que nous trouverons notre tueur. Jensen avait senti le sentiment d'impatience qui émanait de la voix de Summers. Il savait que son partenaire croyait dur comme fer à ce qu'il disait, et Jensen lui-même pensait qu'il avait probablement raison, mais qu'il aurait été idiot d'écarter la possibilité qu'il puisse s'agir d'un autre assassin. Pourtant, s'il voulait s'assurer l'aide de Summers sur cette enquête, il lui fallait abonder dans son sens. « On est d'accord, Summers, ne vous méprenez pas. Je crois que vous avez raison, mais vous devez bien garder à l'esprit que je viens d'être affecté à cette affaire et que j'ai une vision totalement vierge de cette série de meurtres. Je peux peut-être remarquer quelque chose de très simple que vous auriez peut-être négligé, qui sait. Quoi qu'il en soit, je peux vous jurer que je prends toute cette enquête très au sérieux, tout autant que vous. »« Ok, dit Summers. Voici la liste des noms des victimes jusqu'à présent. » Il tira son calepin de la poche de sa chemise, l'ouvrit, en sortit le petit crayon et se mit à griffonner sur une page vierge. « Je n'ai trouvé aucun lien entre toutes ces personnes, poursuivit-il, que d'elles. Essayez de voir si vous arrivez à trouver quelque chose avec votre vision vierge. » Son ton était franchement sarcastique et, lorsqu'il arrachait la page de son calepin pour la jeter sur le bureau de son collègue, son geste trahit son impatience. Jensen saisit le bout de papier et lut la liste des victimes. Sarah King, Ricardo Webb, Christa Faber, Roger Smith, Kevin Lever, Thomas Garcia, Audrey Garcia. Rien ne lui sauta aux yeux, mais cela n'avait rien d'étonnant. Ce qu'il lui fallait, c'était des informations sur ces personnes. Il lui fallait découvrir ce qu'elles avaient en commun, une occupation commune, une connaissance commune, un événement que tous avaient vécu. Le lien qui les unissait était nécessairement de cet ordre. Jensen avait un réel talent pour découvrir les liens peu évidents. Il finirait bien par trouver celui-ci, il en était convaincu.
La véritable question était de savoir de combien de temps il disposait avant que l'assassin ne choisisse une nouvelle victime, chose impossible à déterminer. « Alors vous avez trouvé ?» plaisanta son aîné. « Pas encore, mais laissez-moi m'en occuper, Somers. Il me faudra un libre accès au dossier que nous avons sur ces personnes. Faites-moi confiance. S'il existe un lien entre toutes les victimes de notre tueur, je finirai bien par le trouver. » « Très bien dit Somers, je vous laisserai chercher ce lien. Mais en retour, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. » Jensen se releva les yeux de la liste pour poser son regard sur Somers. « Bien sûr, tout ce que vous voulez, dites-moi. » Somers s'éclaircit la gorge et lui lança un regard dur, cherchant dans ses yeux ne serait-ce qu'un semblant de franchise. Convaincu que son jeune partenaire était réellement prêt à faire ce qu'il lui demanderait, il posa la question que Jensen avait redoutée depuis son arrivée à Santa Bodega. « Inspecteur, dites-moi un peu. Après toutes ces années à faire semblant que Santa Bodega n'existait pas, pourquoi le gouvernement a-t-il soudain décidé d'envoyer ici un enquêteur spécialisé dans les phénomènes surnaturels ? Au cours des 100 dernières années, il y a eu plus d'assassinats ici que partout ailleurs dans le monde. Et pourtant, jusqu'à ce jour, on nous a toujours laissé régler nos petits problèmes entre nous. Alors, pourquoi maintenant ? Et pourquoi n'avoir envoyé qu'un seul homme ? Est-ce parce que les informations dont dispose le gouvernement sont si sensibles qu'elles ne peuvent être communiquées qu'à une seule personne ? Un peu mal à l'aise, Jensen changea de position sur son siège. Somers était manifestement un bien meilleur inspecteur qu'on ne le lui avait fait entendre et qu'il ne se l'était imaginé. « Allons, inspecteur Jensen, poursuivit Somers. Je veux savoir ce que vous ne me dites pas. Le gouvernement vous fait l'honneur de vous communiquer des informations particulièrement sensibles sur cette affaire. Cette affaire à laquelle j'ai dédié ma vie depuis maintenant 5 ans. Qu'est-ce que vous savez ? Qu'est-ce que cette foutue affaire a à voir avec le surnaturel ?» Jensen se leva les mains. « D'accord, Somers, je vais tout vous dire. Mais ce que je m'apprête à vous révéler ne devra sous aucun prétexte sortir de cette pièce. Entendu ? » Chapitre 13. Après une douche d'un bon quart d'heure, Marcus Laughlin s'attarda encore quelques minutes dans la salle de bain, à se sécher et à se recouvrir entièrement de talc mis à disposition par l'hôtel. N'ayant pas d'affaire de rechange, il se contenta d'enfiler son pantalon de cuir noir un peu large qu'il portait depuis la veille. Le cuir puait la bière et le tabac froid, mais cela n'avait rien d'inhabituel pour Marcus. En boutonnant le pantalon, il entendit Cassie refermer la porte derrière elle. Dans 15 minutes, il la retrouverait, sauf si elle ne tenait pas parole. Mais il était persuadé qu'elle la tiendrait. Il passa dans la chambre et apprécia l'ouvrage de Cassie. Le lit était impeccablement fait et l'atmosphère de la pièce semblait un peu plus fraîche. Marcus se demandait s'il avait le temps de courir s'acheter une chemise avant de retrouver Cassie lorsqu'on frappa à nouveau à la porte. Peut-être avait-elle oublié quelque chose. « Tu peux entrer, répondit-il en élevant la voix. Il y eut une pause, puis on frappa à nouveau, très fort cette fois-ci. Marcus sentit un frisson glacé le parcourir. Et si c'était quelqu'un d'autre qui frappait à la porte et pas Cassie ? Un homme peut-être ? Jeff même ? Cassie devait certainement avoir un pass pour pouvoir entrer dans toutes les chambres, ou peut-être pas. « Cassie » cria-t-il, « c'est toi ?» Pas de réponse. Un nouveau frisson le parcourut, le faisant frémir fugacement. Et si c'était vraiment Jeff ? Comment avait-il pu retrouver sa trace aussi vite ? Et, plus important, où est-ce que Marcus avait posé son pistolet avant de passer sous la douche ? « Une seconde, j'arrive » cria-t-il dans l'espoir de gagner un peu de temps. Devoir chercher à toute vitesse son pistolet dans la chambre le fit paniquer. L'arme n'était nulle part. Aussi se précipita-t-il dans la salle de bain. Son regard parcourut l'ensemble de la pièce en une demi-seconde. Où était donc cette saloperie de flingue ? Putain, il n'était pas non plus à la salle de bain. Où est-ce qu'il avait pu le foutre ? Il se retourna et se rua à nouveau dans la chambre. Sous les oreillers ? Il doit forcément être là. Il les souleva brusquement. Non, il n'était pas non plus sous les oreillers. Merde, merde, merde ! Il allait devoir répondre à la personne qui avait frappé à la porte. Pourquoi avait-il crié ? S'il avait gardé le silence, le visiteur inattendu en aurait probablement déduit que Marcus ne se trouvait pas dans sa chambre. Il se dit qu'il serait sage de jeter un coup d'œil par le Judas afin de voir de qui il s'agissait. Après tout, ce pouvait être simplement le service de chambre. Mais il n'arrivait pas à retrouver son pistolet, et cela le rendait extrêmement nerveux. Un des plus vieux trucs d'assassin est de frapper à la porte, d'attendre le bruit de pas de la cible s'approchant de la porte, et de tirer par le Judas lorsque la victime y hasardait un œil. Bang ! Un gros trou dans la tête de la cible qui ne s'y attendait pas. Plus que familier de cette pratique, Marcus s'approcha de la porte sur la pointe des pieds et, lentement, aussi lentement que possible,
hasarda un œil dans ce qui pouvait bien se révéler être une ligne de tir. Pour une raison connue de lui seul, Marcus ferma l'œil à moitié, comme si cela aurait pu suffire à amortir partiellement l'impact d'une balle propulsée à pleine vitesse. Un demi-coup d'œil suffit. Il rejeta la tête en arrière et se mit à couvert en moins de temps qu'il ne fallut pour dire « Oups, mon œil !» De l'autre côté du Judas se trouvait le canon d'un pistolet. Par chance, son propriétaire n'avait pas décelé la présence fugace de Marcus face à lui, derrière le battant de la porte close. Marcus revint sur la pointe des pieds, à hauteur du lit double. Où était son putain de flingue? Il saisit la bouteille de whisky qui reposait sur la table de chevet et en but une rasade. Réfléchis, bordel. Quel choix lui restait-il? Trouver ce flingue. Il souleva à nouveau les 2 oreillers. Toujours aucune arme en vue. Retour à la case salle de bain. Bordel de merde, où est-il? Un 3e frisson le parcourut, beaucoup plus long que les 2 précédents, et ce pour 2 raisons. La première était qu'on venait de frapper beaucoup plus fort à la porte, et la deuxième, c'était vraiment celle qui achevait d'enfoncer le clou. Son portefeuille avait disparu. Casey l'avait posé sur le bord du lavabo, mais il ne s'y trouvait plus. C'était également là qu'avait été posé son flingue, il s'en souvenait à présent. Il l'avait ramassé et l'avait posé sur le lavabo de la salle de bain. Cette putain de salope l'avait baisé. Putain. Il se précipita une énième fois dans la chambre. Quel autre choix lui restait-il? Il pourrait peut-être sortir de la chambre par la fenêtre et y glisser le long de la façade de l'hôtel, ou entrer dans une autre chambre. Non, pas moyen. Il se trouvait au 7e étage et avait horriblement peur du vide. Il devait forcément y avoir un autre moyen de s'en sortir. La pierre bleue. Marcus avait entendu certaines rumeurs à son sujet. Il savait qu'El Santino la recherchait, et il savait que la récompense qu'il offrait pour cette pierre était énorme. Il connaissait également l'histoire, la légende plutôt, de cette nuit où Ringo avait été tué par le Bourdon Kid. D'après ce qu'on lui avait rapporté, Ringo avait été invincible tant qu'il avait gardé la pierre bleue autour du cou. Le Bourdon Kid lui avait tiré dessus une centaine de fois, mais il n'était mort que lorsque le Kid lui avait arraché la pierre. C'était une histoire à la con, à laquelle Marcus n'avait jamais cru, mais à présent, c'était son seul espoir. Qu'avait-il fait du pendentif? Il se rappelait l'avoir mis en lieu sûr la veille au soir, mais il était alors complètement bourré. Qu'est-ce qu'il avait bien pu en foutre? Réfléchis. La réponse lui traversa l'esprit comme un éclair zébrant le ciel. Avant de se mettre au lit, il avait posé son pistolet sous l'oreiller, comme il le faisait habituellement. Mais la pierre bleue, elle, il l'avait glissée à l'intérieur de la tête d'oreiller, où elle serait plus en sécurité. Mais laquelle? Il bondit sur le lit et attrapa l'oreiller le plus proche. Bien que d'apparence tout à fait normale, il en arracha cependant la tête. Rien. Il attrapa l'autre oreiller. Il lui parut légèrement plus lourd, signe que quelque chose s'y trouvait. Les nerfs à fleur de peau, il tenta maladroitement de retirer la tête. Il vit un nouvel impact contre la porte, mais, cette fois-ci, on ne tapait pas. Quelqu'un essayait d'enfoncer la porte. Plus le temps de finasser, Marcus déchira la tête d'oreiller et le pendentif tomba. Il ressentit soudain un soulagement. Pendant tout juste une seconde. Le soulagement se changea aussitôt en horreur lorsqu'il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas du collier qu'il avait volé à Jeff la nuit précédente. C'en était un autre. Un collier argenté de pacotille avec un S en pendentif. Cette salope de Casey l'avait vraiment baisé en beauté. Crash! Marcus se retourna juste à temps pour voir la porte de la chambre exploser hors de ses gonds. Se recroquevillant sur le lit, il leva les mains au-dessus de la tête afin de signifier aux visiteurs qu'il se rendait. Il n'entendit même pas le premier coup de feu. Il éprouva simplement une horrible douleur alors que son genou explosait, éclaboussant de sang tout alentour, y compris ses propres yeux. Il tomba du lit, se retrouva par terre en train de hurler comme un bébé ébouillanté et, durant les 7 minutes qui suivirent, pria de tout son cœur que sa mort survienne. À la 8e minute, le vœu de Marcus Lafouine fut exaucé, après qu'il eût pu voir à quoi ressemblait la plus grande partie de l'intérieur de son abdomen. Il avait même été contraint de manger ses propres doigts et ses propres orteils. Et pire encore, bien pire. Chapitre 14. Cela faisait à peine 2 semaines que Dante était réceptionniste à l'International Hotel de Santa Bodega. De nuit, qui plus est. En tout cas, ces 2 semaines étaient sur le point de s'achever, et pour de bon. Juste après le début de son service à minuit, la nuit précédente, un sale type complètement saoul était entré dans le hall en exigeant une chambre.
Il était tellement bourré qu'il ne se rendait même pas compte à quel point il était bruyant et embarrassant. Si M. Sasso, le gérant de l'hôtel, avait été là, il n'aurait jamais permis à l'homme de franchir le seuil de l'hôtel. Mais, en sa qualité de réceptionniste, Dante était le seul responsable de qui était accepté par l'établissement et de qui ne l'était pas. L'ivrogne avait insisté pour avoir l'une des meilleures chambres et avait voulu payer en espèces. Dante lui avait donc fait débourser le prix de la meilleure suite en lui donnant la clé d'une chambre moyenne et avait ainsi empoché $40 sur la transaction. Mais ce n'était pas ça qui mettait Dante dans un tel état de surexcitation. S'il était à ce point survolté, c'est parce que l'homme en question ne s'était pas soucié un seul instant de dissimuler la pierre bleue, apparemment très précieuse, qui pendait à la chaîne en or passée autour de son cou. C'était une occasion comme celle-là que Dante attendait depuis longtemps. Un abruti complètement saoul avec un gros paquet de pognon. Il avait relevé le contenu de son portefeuille en y piochant son permis de conduire. Et une pierre précieuse bleue qui pouvait bien valoir plusieurs milliers de dollars. C'était pour Dante 2 excellentes raisons de mettre un terme à sa brillante carrière de réceptionniste. De toute façon, c'était un boulot de femme. Et l'uniforme qu'il devait porter était un costume de PD. Une veste rose, putain. Mais ce n'était ni la veste rose, ni le salaire misérable, ni les civils « oui monsieur, non monsieur, merci monsieur » de rigueur qui le gênaient véritablement. C'était plutôt le fait d'avoir une vingtaine d'années bien entamées et de voir la vie lui passer sous le nez. Il avait été viré de l'école, et dès lors, un boulot avec un salaire décent était difficilement envisageable. La plupart du temps, quand il passait un entretien d'embauche, son seul espoir d'obtenir le poste était de tomber sur une femme. Il était beau, avec des cheveux noirs et vigoureux, et un scintillement dans ses yeux bleus clairs auxquels les femmes, particulièrement les femmes plus âgées, avaient le plus grand mal à résister. En outre, à cause de l'aura de confiance naturelle qu'il dégageait, ces femmes tombaient à tous les coups sous son charme, et le poste lui revenait sans plus d'effort. Midi était passé, et le plan de Dante pour faire main basse sur l'argent de l'abruti-sous suivait paisiblement son cours. Tout allait au poil. Quand Stuart, le réceptionniste du matin, était arrivé à 9h pour prendre la relève, Dante l'avait convaincu de retourner chez lui pendant qu'il travaillerait à sa place. Stuart s'était empressé d'accepter, d'autant plus que Dante lui avait proposé de le remplacer gratuitement. Il travaillerait 5 heures supplémentaires non payées, mais, en ce début d'après-midi, le temps était enfin venu de récolter la récompense d'un tel sacrifice. Encore quelques minutes, et il serait plus riche qu'il ne l'avait jamais été depuis son arrivée à Santa Bodega, 3 mois auparavant. Il avait déjà la tête pleine de projets, l'achat d'une nouvelle voiture, la location d'un appartement plus agréable, et ce n'était qu'un début. Celui que sa petite amie et lui louaient depuis quelques mois était tout juste assez grand pour accueillir une famille d'écureuils. Ces derniers temps, les choses ne s'étaient pas passées comme Dante l'aurait voulu. À l'origine, il était venu à Santa Bodega dans l'espoir de trouver un emploi assez bien rétribué. Dans la semaine suivant son arrivée, un vieil ami de son père lui avait trouvé un boulot dans un musée. Mais un malheureux incident, qui avait conduit Dante à fracasser un vase d'une valeur inestimable sur le crâne d'un visiteur, avait entraîné son licenciement, par chance, sans qu'aucune plainte ne soit déposée contre lui. Depuis, il n'avait pas été gâté par le sort, et le seul boulot qu'il avait pu rapidement trouver avait été celui de réceptionniste à l'International Hotel de Santa Bodega. Il y travaillait depuis 2 semaines à présent, et nom de Dieu, ce que ça pouvait être chiant. Durant ses longues heures de service, il ne pensait qu'à la façon dont il allait bien pouvoir sortir de là. Un riche client lui proposerait un meilleur boulot, par exemple, ou le vol pur et simple d'un de ses repas. Dante n'était pas du genre à faire le difficile. L'option la plus simple serait la meilleure. Un client naïf qu'on aurait pu voler sans que personne ne s'en rende compte représentait de loin la meilleure solution à ses problèmes. Et le gogo en question était arrivé. Cet abruti qui avait pris une chambre la veille ne pouvait même pas compter sur la sympathie du gérant de l'hôtel lorsqu'il se plaindrait de s'être fait voler. Il n'avait vraiment pas le profil du client riche, et, de plus, il était saoul. Le plan de Dante pour le délester de son argent et de sa pierre précieuse bleue était des plus simples. Il n'était pas sans risque, mais il était d'une merveilleuse sobriété. Cependant, et comme de bien entendu, alors même qu'il se voyait déjà en train de compter les billets de sa victime, le sort s'ingénia à lui mettre des bâtons dans les roues. Un type très robuste, déguisé en Elvis, pénétra dans le hall en se pavanant et se dirigea droit vers la réception. « Vous avez un mec du nom de Jeff ici ?» demanda-t-il d'un ton assez agréable. « Veuillez m'excuser, monsieur, mais je ne suis pas en mesure de divulguer ce genre d'informations. » Dante lui avait opposé la réplique type de l'hôtel en pareille circonstance. Elvis se pencha en avant et fourra un billet de $50 dans la main du jeune homme. « Me pousse pas à reposer ma question, tu veux ?»
Sa voix était à présent nettement rocailleuse. « Je suis désolé, mais je ne peux toujours pas vous communiquer cette information, monsieur, » répondit Dante sans pour autant lui rendre le billet de $50. Elvis encaissa la réponse, puis, avec un mouvement majestueux, sortit un pistolet du holster niché de sa veste de son ensemble lilas. Il le pointa sur la gorge de Dante et rugit. « Tu vas me rendre ce putain de billet et tu vas me dire où je peux trouver Jeff. C'est une putain de salle de pourriture et j'ai entendu dire qu'il était par ici. » Dante lui tendit l'argent. Soudain couvert de sueur, il déglutit douloureusement. « Chambre 73, monsieur, au 7e étage. Bonne journée !» Elvis lui décrocha un clin d'œil. Enfin, il parut lui décrocher un clin d'œil. Son sourcil gauche remua effectivement brièvement derrière ses lunettes de soleil. Puis il se retourna et se dirigea vers l'ascenseur, en rangeant son pistolet bien au chaud sous sa veste. Alors qu'Elvis pressait le bouton d'appel afin de se rendre au 7e étage, Dante finissait de composer le numéro à toute vitesse sur son téléphone portable. Il y eut un silence avant la connexion, suivi de la sonnerie d'attente. On décrocha presque aussitôt, mais Dante n'attendit même pas que son interlocuteur puisse prononcer une seule parole. « Casse-toi tout de suite de là, ma puce, murmura-t-il dans ton vif. « Hein ? Pourquoi ça ? Parce qu'un putain de malade avec un putain de flingue est sur le point de rendre visite à Jeff et qu'il n'a vraiment pas l'air de rigoler. Mais je n'ai toujours pas trouvé la pierre précieuse. On s'en fout de cette pierre. Sur ton joli petit cul de là, cet enculé risque de te descendre. D'accord, mon cœur, je vais juste jeter un dernier petit coup d'œil. Qu'est-ce sinon ? Trop tard, elle avait raccroché. Dante vit Elvis entrer dans l'ascenseur après s'être retourné avoir regardé en direction du réceptionniste, derrière ses grosses lunettes de soleil, alors que les portes se refermaient devant lui. Dante prit conscience de son essoufflement, comme s'il venait de finir un marathon dans un très lourd déguisement de pingouin. Il devait vite prendre une décision. Et merde ! Il fallait emprunter l'escalier et grimper assez vite pour attraper Casey avant que ce malade déguisé en Elvis lui tombe dessus. Poussé par la peur, il sauta par-dessus le comptoir de la réception et se précipita vers la porte à côté de l'ascenseur qui menait à l'escalier. Les marches étaient assez larges, recouvertes d'un tapis beige et d'une hauteur idéale pour être escaladées 2 à 2. Et c'était bien 2 à 2 qu'il allait devoir les gravir parce que le temps pressait vraiment. Avant de s'engager, il avait vu au-dessus de la porte de l'ascenseur qu'Elvis se trouvait déjà au 1er étage. Dante n'avait pas une forme qui lui aurait permis de croire qu'il arriverait au 7e étage avant l'ascenseur, mais il se pouvait que la cabine s'arrête à 1 ou 2 étages avant d'arriver à destination. Il fallait tenter le tout pour le tout. Au 4e étage, il était déjà exténué. Il poursuivit son ascension, mais sa cadence diminuait de moitié à chaque palier. Il parvint enfin au 7e étage en crachant quasiment un poumon, s'immobilisa à hauteur d'un coude et jeta un rapide coup d'œil sur le couloir qui s'étendait devant lui. Elvis se tenait sur le seuil d'une chambre, à une dizaine de mètres. Il pointait son pistolet sur la porte. Dante ne savait vraiment pas quoi faire. L'instinct de survie l'emporta, et il essaya du mieux qu'il put de reprendre son souffle. Si Casey était encore dans la chambre, il lui fallait venir à son secours. Il devait impérativement profiter de l'effet de surprise. Elvis ne devait donc pas savoir qu'il se trouvait là. Dante recula d'un pas dans l'escalier afin d'être complètement hors de vue, et tâcha de se ressaisir. Après avoir repris son souffle, il jeta à nouveau un coup d'œil dans le couloir afin de voir si la situation avait évolué. Elvis avait rangé son pistolet et s'était reculé. Il se lança soudain en avant en décrochant la porte d'un incroyable coup de talon de sa chaussure en suédine bleue. La porte était plutôt solide, le coup de pied n'eut aucun effet. Elvis se recula plus encore et attendit quelques secondes. Puis, tel un taureau enragé, il précipita toute sa masse de son corps contre la porte qu'il défonça, le faisant sortir de ses gonds. Le colosse pénétra dans sa chambre comme une furie, hors de vue de Dante. Dante attendit quelques secondes sans trop savoir quoi faire. Puis, il entendit un coup de feu. Un putain de coup de feu extrêmement bruyant. Immédiatement suivi de cris d'agonie provenant de la chambre. Les hurlements étaient si aigus qu'il était impossible de discerner s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Soudain, il perçut du coin de l'œil un mouvement, plus en avant dans le couloir. La porte d'une autre chambre venait d'être ouverte. Casey en sortit en courant, portant une valise de cuir noir assez lourde en apparence. Elle passa très rapidement devant la porte qu'Elvis venait de défoncer et bondit dans la cage d'escalier. Dante poussa un soupir de soulagement en la voyant. « Dante !» souffla-t-elle, surprise de le voir ainsi faire le guet dans l'escalier. « Viens, on se casse !» Avant qu'il ait eu le temps de réagir, Casey lui avait passé la valise de cuir noir et le tirait par la manche dans l'escalier. « Ça va, ma puce ?» haletela-t-il. « Bien sûr, mon cœur. »« Tu as trouvé la pierre ?»« Carrément. » Casey descendait les marches 4 à 4, et Dante avait le plus grand mal à la suivre. Porter la lourde valise qui ne cessait de cogner contre ses tibias s'avérait aussi fatigant que douloureux. « Je t'aime, ma puce, t'es la meilleure » cria-t-il dans le dos de Casey. «
tandis que la valise continuait à lui creuser un trou dans le bas des jambes. « Je sais » cria-t-elle en guise de réponse. Dante avait la meilleure copine au monde et il le savait. Mais s'il s'avérait que la valise qui ne cessait de lui mordre les tibias était remplie d'échantillons de shampoing ou de chèques cadeaux, il serait bien obligé de reconsidérer son opinion. Ce qui se trouvait dedans était sacrément lourd. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise » cria-t-il en voyant l'amour de sa vie disparaître au détour d'une nouvelle volée de marche. « C'est la cerise sur le gâteau » cria-t-elle à son tour. « On a décroché le jackpot !» Chapitre 15. Jensen s'était agréablement surpris de la façon dont Summers avait accueilli ce qu'il venait de lui dire. S'il avait été heureux de lui révéler la vérité, c'était en partie parce que, selon toute probabilité, Summers n'en croyait pas un mot. Jensen s'était parvenu à la conclusion que, dans les deux cas, il en sortirait gagnant. Si Summers le croyait, tant mieux, sinon, tant mieux aussi. La seule inquiétude de Jensen, c'était qu'un trop gros nombre de personnes apprennent cette vérité et y croient. Santa Modega aurait alors été submergé par une vague de panique. Quant à Jensen, il était dans l'incapacité de confirmer ou d'infirmer aucune des informations dont il portait le lourd fardeau. C'était précisément pour cela qu'il se trouvait dans cette ville, afin de confirmer ou de contredire ce que ses supérieurs, au sein du gouvernement, croyaient savoir. Summers avait eu la courtoisie d'écouter la totalité de l'histoire sans l'interrompre une seule fois. Jensen lui avait expliqué qu'il avait été envoyé à Santa Bodega pour découvrir la vérité qui se cachait derrière un secret que le gouvernement et chefs spirituels du monde entier partageaient depuis des siècles. Chaque gouvernement transmettait ce secret au suivant. Chaque nouvelle administration doutait de sa véracité et envoyait des hommes de confiance à Santa Bodega afin de vérifier si la légende était vraie ou fausse. Certains enquêteurs revenaient en un seul morceau. Beaucoup disparaissaient. Tous ceux qui revenaient confirmaient sa véracité, et les disparus ne faisaient qu'alimenter le sentiment qu'il devait y avoir du vrai dans tout ce que les rumeurs racontaient. La vérité, c'était que le monde entier faisait comme si Santa Bodega n'existait pas. On ne trouvait cette ville sur aucune carte, et aucun des faits étranges qui survenaient n'était jamais relaté à la radio ou à la télé en dehors de Santa Bodega. À en croire la légende, la raison était que Santa Bodega était la capitale des créatures du mal. Jensen se souvenait encore de ce qu'il avait ressenti lorsqu'on lui avait communiqué cette information. Son instinct lui avait dit qu'on était en train de lui soumettre un ramassis de conneries, qu'il avait été mis dans la confidence par une personne qui envoyait directement ses rapports au président des États-Unis, lui imposant de devoir au moins faire semblant de prendre cette information au sérieux. Après tout, quand un membre du gouvernement vous faisait l'honneur d'une information extrêmement sensible, il était idiot de l'écarter comme un tissu de fariboles sans envisager une seule seconde qu'elle puisse être vraie. Au minimum, cela pouvait vous coûter votre poste. Summers avait accueilli cette révélation de la même façon que Jensen, attitude qui parut admirable à ce dernier. Jensen ne vivait que pour le surnaturel, tandis que Summers n'était qu'un inspecteur normal, spécialisé dans les affaires d'homicide volontaire. Tous perpétrés par un seul et même meurtrier si sa théorie était exacte. « Je m'attendais à ce que vous soyez un peu plus surpris, voire carrément sceptique, » dit Jensen à Summers qui, impassible, n'avait pas bougé de son siège devant son bureau. « Eh bien, vous savez quoi ? En fait, j'ai déjà entendu cette théorie, il y a quelques années. Et, bien que je n'ai jamais trouvé le moindre élément pour la corroborer, je n'ai jamais rien trouvé non plus qui l'invalide, répliqua Summers. Jensen s'était bien obligé d'éprouver du respect pour l'honnêteté de son collègue. Qu'il ait déjà entendu cette théorie était très intéressant. Leur seule différence était que Jensen considérait que cette histoire relevait plus de la réalité que de la théorie, tandis que pour Summers, c'était l'implication du bourdon kid dans tous ces meurtres qui révélait plus des faits que de la théorie. En fait, il s'était trouvé un terrain d'entente en dehors du cinéma. « Merci. J'apprécie beaucoup le fait que vous ne vous moquiez pas de moi, dit Jensen dans un profond soupir. La plupart des autres gars me riraient au nez à longueur de journée si je leur racontais tout ça. » Summers sourit et hocha la tête. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» demanda Jensen. « Au long de ma carrière, j'ai vu des saloperies drôlement bizarres. Je n'ai qu'à jeter un coup d'œil à toutes ces photos de cadavres pour savoir que, très probablement, ce qui se cache derrière cet assassinat n'est pas complètement humain. Alors je vais retenir la théorie selon laquelle le bourdon kid serait une sorte de fantôme impossible à tuer. Si ça suffit pour que vous restiez sur l'affaire et que vous m'aidiez à l'attraper, je suis même prêt à croire que c'est le diable en personne. Merci. Pas de problème. Il reste néanmoins une dernière chose. Quoi donc ? Je crois que vous ne m'avez pas encore tout dit. Je me trompe ? Jensen réfléchit un instant. Il n'avait pas l'impression de lui avoir sciemment caché quelque chose. Non, je vous ai tout dit, Summers. En tout cas, aucun autre élément pertinent ne me vient à l'esprit. Summers se leva soudain et tourna le dos à Jensen. Il s'avança jusqu'à la fenêtre et regarda la rue en contrebas à travers les persiennes. « La fête de la lune vient tout juste de débuter, dit-il au bout d'un certain temps.
Santa Bodega sera le théâtre d'une éclipse solaire d'ici 2 jours. 2 moines viennent d'arriver en ville, tout comme ceux qui étaient apparus il y a 5 ans. Et nous savons parfaitement ce qu'il s'est passé, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de gens ont péri. Où voulez-vous en venir? Vous savez parfaitement où je veux en venir, inspecteur. Ne me prenez pas pour un imbécile. Le jour où ces gens ont été tués par le Bourdon Kid était le jour de la dernière éclipse. En dehors de Santa Bodega, aucune autre ville au monde ne peut assister à 2 éclipses solaires totales en l'espace de 5 ans. C'est impossible. Raison pour laquelle je crois à votre histoire. Mais vous êtes ici à cause de cette éclipse. Le Bourdon Kid est de retour à cause de cette éclipse. Et ces 2 moines sont venus jusqu'ici à cause de cette éclipse. Alors pourquoi? Vous avez déjà entendu parler de l'œil de la lune? Somers se retourna pour faire face à Jensens. Sa voix était à présent lugubre. La pierre bleue, c'est ça? Celle que le Kid cherchait la dernière fois? Un certain Ringo l'avait volée aux moines, et eux aussi étaient venus pour la récupérer. Et, on ne sait pas trop comment, ils ont réussi à la reprendre au Kid. Si ça se trouve, il ne peut pas tuer des hommes 2 fois, ou un truc du genre, j'en sais rien. Mais j'ai comme le sentiment, inspecteur Jensens, qu'on a volé une nouvelle fois l'œil de la lune. Et c'est pourquoi vous, les moines et le Bourdon Kid êtes tous arrivés en ville en l'espace de quelques jours. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça a à voir avec l'éclipse? À ces derniers mots succéda un profond silence, durant lequel Jensens chercha la meilleure réponse. Bon, finit-il par dire en se rendant compte que Somers avait raison de penser qu'il ne lui avait pas tout dit. Je crois que vous feriez mieux de vous rasseoir. C'est là que toute cette histoire devient vraiment bizarre. Je vais rester debout, merci. Poursuivez. Vous avez raison. L'œil de la lune a bien été volé, une fois de plus. Et, selon mon contact au sein du gouvernement, la pierre possède ce qu'on pourrait appeler des pouvoirs magiques. Des pouvoirs magiques? Répéta Somers d'un ton incrédule. Oui, je sais, ça semble complètement insensé. Et, en toute franchise, ces pouvoirs magiques sont l'élément le plus flou dans cette histoire très floue au demeurant. Apparemment, quiconque porte cette pierre devient immortel tant qu'il l'a en sa possession. Bien que, je dois le préciser ici, il existe encore moins d'éléments pour étayer ce point que pour étayer tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Il patienta un instant, se demanda comment Somers prendrait ce qu'il était sur le point de lui révéler. Selon une autre théorie, dit-il prudemment, la pierre aurait également le pouvoir de contrôler l'orbite de la Lune. Intéressant. Ça collerait assez bien avec le reste. Avec l'éclipse à venir, un homme capable de contrôler l'orbite lunaire se retrouverait en position de force. Tout à fait. À présent, considérez bien ceci, Somers. Si celui qui porte la pierre peut empêcher la Lune de tourner en orbite autour de la Terre au cours de l'éclipse, et que la Lune se trouve en position stationnaire relativement à la Terre, sans arrêter de tourner autour, exactement au point même où elle a été immobilisée, alors la zone terrestre couverte par l'ombre de la Lune restera dans les ténèbres, pour toujours. Somers se décida enfin à s'asseoir à son bureau. Il attrapa quelques-unes des photos qu'il avait montrées auparavant à Jensens. Il les examina très attentivement. À son expression, Jensens comprit qu'il les regardait cette fois-ci sous un angle très différent. « Je crois que je peux à présent voir ce que vous voyez, Jensens, dit-il. Vraiment? Et à votre avis, qu'est-ce que je vois au juste? Vous voyez des gens qui prospéreraient dans une ville baignant dans les ténèbres totales. Je vois des morts vivants, dit Jensens en imitant le gamin du 6e sens. Ils vont et ils viennent comme n'importe qui, mais ils savent parfaitement qu'ils sont morts, voyez-vous. » Jensens lisait sur les visages étonnés de Somers qu'il avait d'ores et déjà tout compris. Ce type-là était loin d'être bête. Des vampires, lâcha Somers. La seule créature qui tirerait profit de l'absence continuelle de lumière du soleil n'est autre qu'un vampire. Exact. Nom de Dieu, pourquoi n'y ai jamais pensé? Jensens sourit. Qu'est-ce qui aurait pu vous y amener? C'est une idée complètement absurde. C'était une idée complètement absurde. Mais à présent, c'est l'évidence même. Si le Bourdon Kid est un vampire, alors nous ferons mieux de le retrouver avant qu'il ne mette la main sur cette pierre. Chapitre 16. Elvis avait accepté d'honorer le contrat depuis moins de 24 heures et Sanchez n'avait pas reçu de nouvelles. Même s'il savait qu'il n'en aurait pas avant quelques jours, peut-être même quelques semaines, il bouillait déjà d'impatience. Rien n'aurait pu convaincre Sanchez de changer d'avis en lui faisant appeler le tueur à gages le plus craint de tout Santa Bodega pour annuler sa mission. En tout cas, c'était ce dont il était persuadé lorsqu'il avait chargé Elvis de la tâche peu enviable d'assouvir sa vengeance à sa place. Et puis, comme on aurait pu s'y attendre, quelque chose se produisit qui fit changer d'avis Sanchez. Son bar accueillit une cliente inattendue.
La soirée ne faisait que commencer lorsqu'elle entra. Il ne l'avait pas revue depuis un certain temps, mais c'était bien elle. Sanchez n'aurait pas été plus abasourdi si on lui avait servi un verre de pisse. Jessica avait pénétré dans son bar avec la légèreté d'une personne n'ayant aucun souci au monde. Elle était seule et ne semblait pas plus inquiète que cela. Plus précisément, elle ne donnait pas du tout l'impression d'avoir assisté au massacre sauvage de 2 personnes le matin même. En fait, elle semblait très sereine. « Un café, s'il vous plaît », murmura-t-elle en s'asseyant au bar. Sanchez eut l'impression qu'elle ne l'avait pas reconnue, ce qui provoqua en lui une légère déception. « Salut Jessica, dit-il. » Elle releva les yeux, étonnée que le barman puisse savoir qui elle était alors qu'elle ne connaissait ni le bar ni l'homme qui se trouvait derrière. « Vous me connaissez ?» demanda-t-elle, incapable de cacher sa surprise. « Ouais, tu me reconnais pas ?»« Non, je suis déjà venue ici. L'endroit ne me rappelle rien. » Elle regardait autour d'elle, complètement ahurie. Si elle était déjà entrée au Tapioca, ça devrait remonter à un bon bout de temps, ou alors les lieux avaient dû changer, parce que rien ne lui paraissait familier. « Ouais, tu es déjà venu ici, il y a environ 5 ans. Tu es sûre que tu ne t'en souviens pas ?»« Non, je n'ai pas très bonne mémoire, mais ça me reviendra sûrement. » Sanchez ne savait pas trop comment le prendre. Disait-elle la vérité ? Ne se souvenait-elle vraiment pas ? Était-elle victime d'une sorte d'amnésie ? Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. « Alors, qu'est-ce que t'as fait de beau ces 5 dernières années ?» Elle lui jeta un regard méfiant. « Pourquoi vous me demandez ça ?»« Parce que je me souviens de ce qui s'était passé la dernière fois que tu étais ici. Tu as fait une sacrée impression. »« Ouais, ça m'arrive, répondit-elle froidement. Ce soudain changement de caractère décontenança Sanchez. D'abord surprise et peu sûre d'elle-même, quelques instants seulement auparavant, Jessica se montrait à présent arrogante et distante. « Comment tu veux ton café ?» lui demanda-t-il. « Gratuit. »« Hein ? Je me fous de savoir comment est le café du moment que je n'ai rien à payer. » Généralement, Sanchez détestait les gens qui essayaient de lui souterrer des consommations gratuites. Mais que Jessica fût éveillée et sur pied le stupéfiait, et il avait très envie d'apprendre ce qui était arrivé, et d'entendre ce qu'elle aurait pu à lui dire au sujet du meurtre de son frère et de sa belle-sœur. Aussi remplit-il à contre-cœur une tasse de café à l'aide de la verseuse crasseuse qui mijotait sur la plaque de la cafetière depuis 4 bonnes heures. Jessica jeta un coup d'œil à la tasse blanche et sale et en renifla le contenu après que Sanchez l'eut posé sur le comptoir. J'espère que le café n'est pas la spécialité de la maison. Ce serait plutôt le whisky et la tequila. Tant mieux pour vous. Jessica commençait à déplaire très franchement à Sanchez. Ses manières le décevaient car, durant ces 5 dernières années, il s'était imaginé que, lorsqu'elle reprendrait connaissance, elle verrait en lui son sauveur, plus digne de confiance que n'importe qui au monde. Il n'entendait pas y renoncer de sitôt, mais, jusqu'à présent, son comportement ne le poussait pas à une sympathie excessive. « Alors, qu'est-ce que tu deviens, Jessica ?» Elle avale une gorgée de café. « Et en quoi ça vous intéresse à ce point, hein ? On ne peut même plus boire un café dans un bar sans se faire draguer par le serveur ?» Elle lui lança un prime en regard dédaigneux. « Je suis pas en train de te draguer. » Le ton de la réponse de Sanchez indiquait à son insu qu'il était sur la défensive. Il s'en aperçut, et cela le fit légèrement rougir. Bien évidemment, lorsqu'il se sentit rougir, sa honte en fut redoublée, et il devint absolument écarlate. Il devait absolument quitter le comptoir avant qu'un de ses clients ne le remarque et se mette à le charrier. Les habitués du Tapioca étaient toujours très prompts à profiter du moindre signe de faiblesse. Il tourna les talons et se dirigea vers le fond du bar pour retrouver Muka, le cuistot. Il était temps que cette grande perche passe ses demi-heures réglementaires derrière le comptoir. Foutue bonne femme qui arrivait toujours à le faire rougir. Et puis pour qui elle se prenait celle-là ? Il disait juste ça pour engager la conversation, salope. Il fallut 2 minutes à Muka pour sortir de l'arrière-boutique et passer derrière le comptoir. Le premier client qu'il dut servir fut un grand salopard de mauvaise humeur, du nom de Jeff. « Barman, où est cet enculé de raclure de Marcus Lafouine ?» grogna-t-il. « Marcus Lafouine ? Je vois pas du tout qui c'est, répondit poliment le cuistot. Jeff tira de son gilet de cuir noir un fusil à canon scié qu'il pointa sur la tête de Muka, qui était aussi plutôt balèze, bien qu'il n'eût que 20 ans. Il lui restait encore quelques kilos de muscles à prendre, et il n'était pas très courageux. Un jour, dans quelques années, il serait lui aussi un vrai salopard. Mais en outre, il n'avait pas d'arme à feu sur lui. Il ne tenait qu'une cuillère en bois qu'il avait ramenée de la cuisine. « Je ne sais toujours pas qui est Marcus, dit-il nerveusement. « Je te donne 3 secondes. 3, 2... Hé, attends !» s'écria Muka en agitant la cuillère devant Jeff. « Le patron, Sanchez, il sait forcément qui est Marcus. Il est en cuisine. Je peux aller le chercher si vous voulez. Va le chercher, mais rappelle-toi bien ça.
Quand tu reviendras, je pointerai ce flingue sur toi. Et si tu tiens à la main autre chose que cette putain de cuillère en bois, je te tirerai dans les couilles. Pigé? Dans les... Ouais, j'ai pigé. Muka pénétra en cuisine, non sans une certaine appréhension. Sanchez, assis, regardait les infos sur la télé portable placée dans un coin. Hey Sanchez, y a un mec vraiment pas net qui vient de pointer un fusil sur moi en demandant si j'avais vu un type qui s'appelait Marcus Lafouine. Dis-lui que tu connais personne du nom de Marcus Lafouine. C'est ce que j'ai fait, et c'est là qu'il a braqué son fringue sur moi en comptant à rebours à partir de 3. Sanchez poussa un profond soupir et se leva de sa chaise. Il était toujours d'aussi mauvaise humeur. Tous les clients lui tapaient sur les nerfs aujourd'hui. De la racaille, tous autant qu'ils étaient. Espèce de fils de pute, marmonna-t-il en se glissant derrière le comptoir. Voir Jeffa fut la seconde grande surprise de la journée. Il pensait que, à cette heure, Elvis avait déjà dessoudé le chasseur de primes. L'idée lui traversa l'esprit, l'espace d'un instant, que le tueur à gages avait peut-être échoué dans sa mission, et que Jeffa se trouvait là pour exercer ce représailles. Mais, comme toujours, à l'exception de l'instant où il avait rougi juste avant, rien dans son visage ne trahissait ses sentiments. « Jeffa, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux ?» Sanchez fut rassuré de constater qu'il ne brandissait plus le fusil dont avait parlé Muka. « Je veux cette putain de fouine de Marcus. Tu sais où il est? La dernière fois que je l'ai vu, il était avec toi. Eh ben, il n'est plus avec moi. Et mon portefeuille et le collier précieux que je portais hier soir non plus. Putain de poisse. Et je parie qu'il t'a aussi volé ta jolie bagnole, hein? Quelle jolie bagnole? Demanda Jeffa, fort étonné d'apprendre que le barman savait à quoi ressemblait sa voiture. La Cadillac jaune. T'as bien une Cadillac jaune, non? D'où tu sais tout ça, barman? Demanda Jeffa avec un ton menaçant, prêt à dégainer son arme et à la pointer vers Sanchez. Oh, j'ai juste entendu dire que tu conduisais une Cadillac jaune vachement chouette, c'est tout. Eh ben, c'est pas le cas. Je l'ai refourgué il y a pas longtemps et j'ai acheté une putain de Porsche, même si je me demande en quoi ça te regarde. Bon, maintenant, tu l'as vu quelque part, Marcus, ou quoi? Non, nulle part. Mais je vais me tenir informé. Il y a des chances pour qu'il passe ici ce soir. Mais s'il t'a dépouillé, j'imagine qu'il va se tenir à l'écart pendant un certain temps. Tu sais où il habite? Ouais, dans le caniveau, comme le reste de la vermine de ce bled, répondit Sanchez. Puis, incapable de changer de sujet, il demanda: Quand est-ce que tu me l'as vendu, ta Cadillac? Sa question resta sans réponse. Jusque-là, Jessica était restée silencieuse. Sanchez avait remarqué qu'elle n'avait pas réagi à la mention de la Cadillac jaune. Peut-être ne l'avait-elle pas vue devant la ferme. Ou peut-être l'avait-elle vue, mais s'en souvenait-elle pas. Quoi qu'il en fût, elle était restée immobile sur son tabouret de bar, sans perdre un mot de la conversation du barman et du chasseur de primes. Juchée sur son perchoir, Jessica avait été particulièrement impressionnée par l'intolérance de Jeffa vis-à-vis d'à peu près n'importe quoi et n'importe qui. L'instant semblait tout choisi pour lui signifier sa présence à ses côtés. « Combien cette fille vous a-t-elle volé ?» lança-t-elle, effaçant tout nettement la question de Sanchez au sujet de la Cadillac jaune. Jusqu'alors, Jeffa ne l'avait pas remarqué. Il s'apprêtait à la conseiller de s'occuper de ses putains d'affaires quand il prit conscience de sa beauté. « Quelques milliers de dollars, dit-il d'un ton désinvolte. Mais vous en faites pas, ma petite dame. Il m'a laissé bien assez pour que je vous offre un verre. » Que Jeffa se livre à une vague séance de séduction constituait, aux yeux de Sanchez, un spectacle véritablement hallucinant et à vrai dire assez écœurant. À sa demande, il servit à Jeffa un verre de whisky et remplit à nouveau la tasse de Jessica de café. Jeffa lui lança nonchalamment un billet puis se tourna vers la jeune femme. Pendant les 20 minutes qui suivirent, Jeffa dragua Jessica avec application et, en retour, elle se fit draguer avec application. Sanchez était devenu invisible, classique. Les femmes ne semblaient s'intéresser qu'à une seule chose, les hommes avec de l'argent ou les hommes arrogants qui leur témoignaient aucun respect. Jeffa réunissait ces deux qualités, bien que, à l'en croire, il ne fut plus aussi riche qu'avant à cause de Marcus Lafouine. Après de longues minutes à les regarder flirter comme deux lycéens en plein pic hormonal, Sanchez fut soulagé d'apercevoir la tête de Muka pointée à l'autre bout du comptoir pour l'avertir qu'Elvis était au téléphone. Laissant Muka s'occuper du bar, il alla répondre au King. Se laissant tomber dans son fauteuil en cuir préféré, dans le bureau qui juxtait la cuisine, il saisit le combiné. « Salut Elvis. Eh mec, j'ai une bonne nouvelle. Jeffa est mort. Je m'en suis occupé ce matin. Et il est pas mort de sa belle mort. Ta maman serait fière. » C'est quand même sacrément bizarre, pensa Sanchez. Elvis ne mentirait jamais sur ce genre d'affaires. Il était bien trop fier. Mais il n'empêche, il se trompait, parce que Jeffa était bel et bien là, au tapioca, debout au bar, en train de draguer Jessica. « D'accord Elvis, alors explique-moi un truc. Comment ça se fait que Jeffa est devant mon comptoir en train de boire un whisky? Hein? Elvis, Jeffa n'a pas de Cadillac jaune. Je viens d'apprendre qu'il l'avait vendu récemment pour s'acheter une Porsche. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. » « Je comprends pas, dit Elvis, rendu perplexe. Peu importe, du moment que tu as tué le mec à la Cadillac jaune, c'était bien lui, hein? Putain, j'en sais rien, mec.
Cette île n'avait pas de caisse. Il est descendu à l'hôtel sous le nom de Jeff. Le réceptionniste m'a dit la chambre dans laquelle il se trouvait et voilà. Eh ben, c'est pas Jeff que tu as tué. Et je peux t'assurer que cet enfant de putain est ici, dans mon bar, en ce moment même. Alors qui est-ce que j'ai tué, bordel? Putain, j'en sais rien. Sans doute un certain Marcus Lafouine, il a volé le portefeuille de Jeff hier soir. Ah putain de merde. Une idée traversa l'esprit de Sanchez. Et attends une seconde. Est-ce que ce type avait un collier avec une sorte de pierre bleue en pendentif? Non mec, il avait rien sur lui. Pas de portefeuille, pas de flingue, que dalle. Merde, dommage. À quoi il ressemblait? À une sale gueule de con crado et mal rasé. À moitié à poil, aucun courage. Il a pas arrêté de me regarder d'un drôle d'air. Une vraie chochotte, aucune dignité. Ce fils de pute aurait donné sa mère pour sauver la peau de son cul. Je vois. C'était bien Marcus Lafouine, aucun doute là-dessus. T'es sûr qu'il n'a pas caché le collier quelque part? Absolument sûr. Il y avait bien un petit collier argenté de rien du tout dans la chambre, mais sans pierre bleue. Juste un petit truc à la con de pendentif. Il était le temps de révéler à Elvis les dernières nouvelles. Écoute, il a volé un diamant bleu ou quelque chose du genre à Jeff la nuit dernière. Et ce truc vaut un sacré tas de fric. Un diamant bleu? Hein, il me semblait bien que j'en avais entendu parler. Et combien tu dis qu'il vaut précisément? Vraiment très cher aux yeux de Jeff. On pourrait se partager le fric, 50-50. Et qu'est-ce qui me pousserait à t'en donner la moitié, Sanchez? Si je retrouve ce machin, je peux très bien le lui refourguer tout seul. Et puis attends, tu veux plus que je le tue? Putain non, je veux que tu tues le salaud qui se trouvait au volant de cette Cadillac jaune. C'était pas Marcus, et on dirait bien que ce n'était pas Jeff non plus. Si tu n'arrives pas à retrouver le collier du conducteur de la Cadillac jaune, alors apporte-moi le collier à la place. On se partagera la récompense 50-50, et tu pourras laisser tomber le contrat sur le mec à la Cadillac. En tout cas dans l'immédiat. Elvis laissa échapper un profond soupir. Putain de merde. Ok, marché conclu. Je vais retourner à l'hôtel pour voir ce que je peux glaner. Merci Elvis. Rappelle-moi un peu plus tard. Je vais essayer de m'entendre avec Jeff sur le prix. Elvis marmonna quelque chose et raccrocha. Il n'était pas du genre à dire au revoir. Le temps était le nerf de la guerre quand on était en quête d'une poignée de dollars. Comme la plupart des gens du coin, Sanchez connaissait un peu l'histoire de la pierre précieuse bleue qu'on appelait l'œil de la lune. Certains pensaient qu'elle conférait une invincibilité totale à qui la portait. De nombreux autres n'en croyaient rien. Mais savait en revanche une chose. 5 ans auparavant, El Santino avait offert à Ringo environ 100 000 $ pour cette pierre. Malheureusement pour lui, Ringo s'était fait abattre par le bourdon Kid avant de pouvoir empocher son dû. Il avait fort à parier que Jeff avait l'intention de vendre la pierre à El Santino, sans doute à un prix supérieur à ce qui aurait dû revenir à Ringo. C'était de cette information que Sanchez comptait tirer profit. Il revint derrière le comptoir et se dirigea directement vers Jeff. Le chasseur de primes était occupé à faire rire Jessica, à tenter de l'impressionner en lui racontant ses nombreuses aventures, où et comment il avait pourchassé des abrutis qui avaient eu la bêtise de jouer au plus malin avec quelqu'un d'assez riche pour mettre un contrat sur leur tête. Sanchez considérait que c'était le moment idéal pour l'interrompre. « Hey Jeff, tu veux que je dise autour de moi que tu cherches ce collier? Je connais des gens spécialisés dans la recherche d'objets de ce genre. » Jeff réussit le tour de force de rugir et de ricaner en même temps à l'intention de Sanchez. Manifestement, il n'avait pas apprécié l'interruption, pas plus que l'aide généreuse qui lui était proposée. « J'ai pas besoin de l'aide d'un barman miteux comme toi. Ce qui t'intéresse, c'est de gagner une récompense, rien de plus. Je me chargerai moi-même de parler de ça autour de moi. Je peux toujours dire à El Santino que tu l'as perdu si tu veux. Lui aussi connaît des gens spécialisés dans la recherche de ce genre d'objet. » C'était évidemment la menace la plus directe que Sanchez pouvait adresser à quelqu'un comme Jeff. El Santino avait très certainement chargé le chasseur de primes de voler cette pierre, et, s'il s'apercevait que Jeff l'avait perdue, il pèterait un plomb. Jeff comprit la subtilité de la menace. Il fallait absolument laisser El Santino en dehors de cette affaire. Si quelqu'un mettait la main sur le collier et le refourguait à El Santino, Jeff ne recevrait rien, excepté une visite de la faucheuse. « Ok, dit-il d'un ton las, retrouve-moi cette pierre et je te donnerai 10 000 $. Parfait, mais ce sera 10 000 pour moi et 10 000 pour mon ami qui se chargera de la rechercher. » Jeff lança un regard sombre à Sanchez. Le barman abusait de la situation, mais c'était un barman bien informé, avec un tas de connaissances, et qui savait que Jeff devait impérativement retrouver cette pierre. « Marché conclu, patron. » Sanchez sentit une vague de soulagement le submerger. Jessica, qui n'avait rien perdu de l'échange, était vraiment très impressionnée. « Ouah, tu as mis de côté 20 000 $ pour m'offrir un diamant en pendentif ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés en une parodie de candor. Jeff haussa le sourcil. « Ah, c'est super marrant, tu sais. Mais non, désolé, ce n'est pas un diamant.
Et cette pierre précieuse n'est pas pour toi, beauté. J'ai un truc bien mieux pour toi. Oh, j'ai hâte de voir ça, répondit Jessica en le gratifiant d'un sourire concupissant. Eh bien, va falloir attendre un peu. Je dois d'abord retrouver un type qui se fait appeler Marcus Lafouine. Il a pris rendez-vous sans le savoir avec le diable. Sanchez avait parfaitement entendu ce que Jeffrey venait de dire à propos de Marcus, mais jugea préférable de ne pas lui indiquer que, à son avis, Lafouine était déjà morte. Le chasseur de primes le découvrirait bien assez tôt. Chapitre 17. Archibald Somers et Miles Jensens reçurent l'appel téléphonique vers 18h. On venait de retrouver un autre corps, à l'International Hotel de Santa Bodega. Il s'y était rendu en 4e vitesse. Somers avait conduit comme un fou furieux, dans l'espoir d'arriver à temps pour boucler le quartier, au cas où l'assassin se trouverait encore dans le coin. Malheureusement, la rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre, et, le temps qu'ils arrivent sur place, la moitié de la ville se pressait autour de l'hôtel, guettant l'évacuation du corps. Somers se gara à une 50aine de mètres de l'hôtel, et les 2 inspecteurs durent se frayer un chemin dans la masse de badauds jusqu'à l'entrée. La façade de l'hôtel semblait indiquer qu'il s'agissait de l'édifice le plus récent de tout Santa Bodega. Après avoir montré leur insigne aux 2 policiers de faction devant l'issue principale, ils s'avancèrent dans le hall de l'hôtel. Le raffinement des lieux impressionna Jensens. Les tapis étaient d'un beige distingué, et des canapés écarlates, très élégants, étaient mis à la disposition de la clientèle. Derrière le comptoir de la réception se tenait un jeune homme dont le regard croisa une fraction de seconde celui de Jensens, avant de se détourner avec une expression faussement affairée. « Je l'ai remarqué, murmura Somers à son coéquipier. Occupez-vous des lieux du crime, je me charge d'interroger notre jeune ami le réceptionniste. Parfait, je vous attends là-bas. Jensens emprunta l'escalier pour se rendre au 7e étage, où avait été découvert le corps de la dernière victime d'un homicide. Il n'était pas nécessaire d'être un excellent inspecteur pour deviner dans quelle chambre avait eu lieu le meurtre. La porte était sortie de ses gonds, et un policier en uniforme se tenait juste en face, dans le couloir. Jensens s'approcha de lui en brandissant son insigne. « Bonjour, je suis l'inspecteur Jensens. Je sais, on vous attendait. Par ici, inspecteur. » Le policier désigna la porte défoncée, et Jensens s'acquiesça poliment en franchissant le seuil. Une odeur pestilentielle s'était répandue dans la chambre. Une odeur familière aux narines de Miles Jensens, mais tout de même pestilentielle. Le contact des cadavres avait beau ne pas lui être étranger, il n'en avait jamais vu d'aussi révoltants que ceux auxquels il avait été confronté durant ses premières 24 heures passées à Santa Bodega. Cette nouvelle victime s'était révélée être un criminel de petite envergure, une raclure locale connue sous le nom de Marcus Lafouine. Il avait pris une chambre sous un nom d'emprunt, probablement parce qu'il se sentait en danger de mort. Son état présent confirmait ses craintes. Dès que son regard se posa sur le cadavre, Jensens comprit. Ce meurtre était un peu différent des autres. Les yeux de Marcus n'avaient pas été énucléés. Sa langue, bien qu'elle ait été coupée en 2, n'avait pas été arrachée non plus. Son estomac avait été grand ouvert et, selon l'un des membres de l'équipe scientifique déjà présent sur place, on avait traîné Marcus Lafouine par les boyaux dans une bonne partie de la chambre. Plusieurs clients de l'hôtel avaient dit avoir entendu plusieurs coups de feu. Cela expliquerait les 2 genoux éclatés, mais on n'avait toujours pas retrouvé la moindre douille. La chambre 73 était un bordel sanguinolent. Avant le meurtre, ça n'avait pas dû être qu'un simple bordel, comme en témoignaient de nombreuses bouteilles d'alcool du minibar qui jonchaient le sol, où les taches de bière et de whisky se mêlaient aux taches de sang. La porte du minibar ouverte laissait voir qu'il ne restait à l'intérieur que quelques bouteilles d'eau et une petite bouteille verte de jus d'orange posée horizontalement. L'équipe scientifique appliquait sa méthode routinière, inspectant et enregistrant tout ce qui s'y trouvait dans la chambre. Jensens prit soin de ne toucher à rien. « Le lieutenant Scratch se trouve dans la salle de bain, derrière cette porte, » dit l'un des membres de l'équipe scientifique, occupé à ramasser, à 4 pattes, les bouts d'estomac de Marcus Lafouine avec une paire de pinces fines. « Très bien, merci. » C'était la réplique de circonstance offerte à Jensens comme une sorte de rameau d'olivier. Il se sentait tout à fait inutile, risquant plus de gêner cette étape de l'enquête qu'autre chose. Soucieux de ne pas déranger son bon déroulement, il décida d'aller voir ce que Scratch fabriquait dans la salle de bain. « Eh bien, lieutenant, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ici ?» demanda-t-il en passant la tête par l'entrebâillement de la porte. Scratch était en train de considérer son reflet dans la glace au-dessus du lavabo.
Il parut un peu embarrassé d'être vu en flagrant délit de narcissisme par Jensens. « Rien du tout, inspecteur. Vous avez déjà votre théorie ?»« Rien pour l'instant, répondit Jensens. Mais il est encore un peu tôt. Est-ce que vous avez déjà vu un meurtre similaire à celui-ci ?» Scratch semblait s'être remis de sa surprise et de sa gêne. Il se retourna vers le miroir pour passer ses mains dans son épaisse chevelure sombre et ajuster sa fine cravate bleue. « J'ai vu des tas de corps semblables à celui-là. Et je vous dirai ceci à titre gracieux, inspecteur. Ce n'est pas l'œuvre du Bourdon Kid. Votre partenaire, Summers, vous dira que c'est signé de sa main. Mais s'il le pouvait, il mettrait l'assassinat de Kennedy sur le dos du Kid. Comment pouvez-vous être aussi sûr qu'il ne s'agit pas du Kid ? Parce que ce n'est jamais ce putain de Bourdon Kid, rugit Scratch en faisant face à Jensens. Le Kid, c'est de l'histoire ancienne. Il est resté en ville 1 semaine, il a tué tout un tas de personnes et il a disparu. Summers a perdu à peu près toutes les personnes qui lui étaient chères cette semaine-là, toutes assassinées par le Bourdon Kid. Il essaye de tout mettre sur le dos de celui-ci, parce qu'il croit que ça l'aidera à l'attraper. Mais le seul résultat, c'est que la légende du Kid grossit de jour en jour. Scratch ramassa une paire de gants chirurgicaux posés sur le bord du lavabo, il les enfila et passa devant Jensens, retournant dans la chambre où il fit piétiner le reste de la fouine. Jensens s'empressa de lui emboîter le pas. « C'est ce que tout le monde croit » lança-t-il au lieutenant. Scratch s'immobilisa, mais cette fois-ci sans se retourner. Non, ce n'est pas ce que tout le monde croit, c'est ce que tout le monde sait. Scratch évita d'autres bouts de chair épars sur la moquette et quitta la chambre par le trou béant qui avait été jadis une porte, bloquant le passage de l'inspecteur Archibald Summers qui franchit ensuite le seuil, avec dans les mains 2 gobelets en carton remplis de café. Summers s'arrêta net dès qu'il eut mis le pied dans la chambre. « Eh bien, qu'est-ce qu'on a là, partenaire ?» demanda-t-il à Jensens. Celui-ci observa Summers, dont le regard ne tarda pas à se fixer sur le tas sanguinolent qui avait jadis été Marcus Lafouine. « Pas grand-chose, répondit Jensens. Les yeux n'ont pas été énucléés et la langue a été tranchée, mais pas arrachée. »« Charmant, dit Summers en reniflant au-dessus du couvercle d'un des gobelets. « Tenez, lança-t-il en le tendant à Jensens, je vous ai ramené un café. Non merci, je n'en bois jamais, comme vous le sentez. » Summers regarda autour de lui, cherchant à se débarrasser du gobelet inutile. Il n'y avait en vérité aucun endroit dans toute la chambre où il aurait été possible de poser un café bouillant sans nuire à l'enquête. L'équipe scientifique n'aurait certainement pas apprécié qu'il le laisse à un emplacement sur lequel il faudrait relever les empreintes digitales ou génétiques. Summers repassa donc le seuil et la Scratch qui s'apprêta à emprunter l'escalier. « Hé, Scratch, attrapez ça !» Tout ce que Jensens put voir, ce fut Summers en train de lancer le gobelet dans le couloir dans la direction que le lieutenant Scratch avait prise en sortant. Un hurlement s'ensuivit, indiquant que le couvercle avait dû se désolidariser du récipient et que le contenu avait très certainement ébouillanté les parties fragiles de l'anatomie du malheureux lieutenant. Celui-ci marmonna des jurons confus, sans doute destinés à Summers, mais il ne revint pas sur ses pas pour laisser éclater sa fureur au visage du vieil inspecteur. « Vous avez tiré quelque chose du réceptionniste ?» demanda Jensens. Summers pénétra à nouveau dans la chambre et avala une gorgée du café. « Putain, c'est brûlant !» pesta-t-il en se léchant les lèvres. « Oui. Il m'a dit que son collègue chargé du service de nuit a vu Elvis se pointer. »« Elvis ? Oui, vous savez, Elvis, le King, le roi du rock'n'roll. »« Eh, attendez un peu, dit Jensens en se souvenant d'une conversation qu'il avait eue plus tôt. À la ferme où a eu lieu le double meurtre, ce matin, un ambulancier a mentionné le nom d'Elvis. C'est vrai ? Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que Sanchez le barman engagerait Elvis pour tuer l'assassin de son frère et de sa belle-sœur. Comment ? Putain, pourquoi est-ce que vous l'avez pas dit plus tôt ? Summers se retourna, furibond, comme s'il cherchait un objet sur lequel il aurait pu passer ses nerfs. Le seul à portée de semelle était la dépouille mortelle de Marcus, il préféra s'abstenir. « Je croyais qu'il se fichait de moi. Oh que non, Jensens, vous auriez dû m'en parler. Elvis est tueur freelance dans le coin. Et c'est un sacré salopard, en plus de ça, ce meurtre ressemble beaucoup au reste de son œuvre. Vraiment ? Vous ne pensez pas que c'est le Bourdon Kid qui soit responsable de ce crime ?» Jensens était très surpris. Les autres flics qu'il avait rencontrés lui avaient dit que Summers mettait toujours tout sur le dos du Kid. Non, c'est signé Elvis ce coup-ci. Retrouver un indice qui nous permettrait de le prouver, ça, c'est une autre paire de manches. C'est un pro. Il a fait en sorte que le réceptionniste le voie pour être identifié comme étant l'assassin et recevoir en conséquence sa récompense. Mais il n'aura sans doute laissé aucune trace d'ADN dans cette chambre. Nous ne trouverons rien ici. Ce que nous devons découvrir, c'est la raison pour laquelle il s'en est pris à ce pauvre fils de pute. Marcus Lafouine n'aurait jamais tué Thomas et Audrey Garcia, quoi que puisse en croire ce mongolien de Sanchez. C'était un voleur, pas un assassin.
Elvis s'est trompé de cible s'il a vraiment fait cela pour le compte de Sanchez. Jensen s'en voulait de ne pas avoir parlé à Summers de cette conversation. S'il l'avait fait, peut-être que la vie de Marcus Laughlin aurait-elle pu être épargnée. Première leçon, à Santa Bodega, quand quelqu'un tient des propos un peu délirants, il y a fort à parier que ce soit vrai. Où peut-on trouver cet Elvis demanda Jensens. S'il est encore à la recherche de la personne qui a tué le frère de Sanchez, il finira tôt ou tard par atterrir à la morgue. Elvis est un salopard du genre violent, et par là j'entends vraiment violent. Mais s'il se met à braquer le bourdon kid, il risque vite de s'apercevoir qu'il a les yeux plus gros que le ventre. Chapitre 18. Ça n'arrivait pas souvent, et ça ne plaisait pas vraiment à Sanchez. Même dans le meilleur des cas, l'arrivée d'El Santino dans le bar n'inaugurait rien de bon, et, avec tout ce qui se tramait dans la ville en ce moment, il y avait de grandes chances pour qu'il soit d'humeur littéralement massacrante. « Sanchez, dit-il en lui décrochant un mouvement de tête, comment vont les affaires ? » ?»« Bien, merci, et pour vous ?» En vérité, El Santino se foutait pas mal des affaires de Sanchez, et le barman était assez malin pour le savoir. Sanchez se réjouit malgré tout qu'El Santino ne semblait pas disposé à le tuer. Ce criminel était un véritable titan, vraiment énorme, vraiment imposant, et, malheureusement, un vrai fils de pute. Il portait des bottes noires, un pantalon de cuir noir qu'une rangée de boutons argentés parcourait sur chaque jambe, et une chemise de soie argentée également, sous un lourd manteau de cuir noir au large revers qui lui tombait quasiment aux genoux. Même sans avoir entendu parler de lui, il suffisait de ne jeter qu'un seul regard à El Santino pour comprendre pourquoi il était l'homme le plus craint de toute la ville. Ses cheveux noirs et ondulés qui descendaient sur ses épaules étaient plaqués en arrière et maintenus ainsi par un chapeau de cow-boy noir. Son visage était un buisson de barbe et de cicatrices, dominé par 2 épais sourcils qui se fondaient quasiment à la base de son nez en un monosourcil. Immobile, derrière lui, sur le pas de la porte du bar, se tenaient 2 de ses gardes du corps, Carlito et Miguel. Ils ressemblaient fortement à El Santino et étaient vêtus tellement à l'identique qu'ils auraient très bien pu passer pour ses frères cadets. La seule différence d'importance était qu'ils portaient des chemises noires et non argentées, et qu'aucun des 2 n'était aussi grand que leur patron. L'histoire de la domination d'El Santino sur la pègre locale remontait à de nombreuses années. Certains la considéraient comme une légende urbaine digne de celle de Kaiser Soze. Pendant des années, il avait été un grand entrepreneur dans le domaine de la prostitution. Carlito et Miguel y servaient de souteneurs sur le terrain. Un jour, sa principale source de revenus, une superbe écossaise du nom de Maggie May, avait été reprise en main par un gang rival que dirigeaient les fameux et très doués frères Vincent, Sean et Dermot, 2 bouffeurs de patates très portés sur la bouteille et originaires d'Irlande. Du reste, personne n'aurait jamais osé les traiter de bouffeurs de patates, car ils avaient tendance à se montrer très chatoyeux quand la discussion portait de près ou de loin sur leur pays d'origine. Maggie était la pute préférée d'El Santino, et la seule entre toutes qui l'autorisait à le toucher. Qu'elle le quitte pour les Vincent constitua donc une insulte mortelle. Sa vengeance fut impitoyable. Les frères irlandais furent capturés alors qu'ils buvaient un coup au Niger. 4 hommes parmi ceux qui les accompagnaient furent décapités par Carlito et Miguel, munis pour l'occasion de katanas, des sabres de samouraï. Le même sort fut réservé à Maggie May pour la punir de son atroce trahison. À vrai dire, ce fut sans doute une délivrance pour elle, car, avant de la faire achever, El Santino l'avait laissée à la merci de Carlito et Miguel pendant plusieurs heures. Sean et Dermot, quant à eux, n'eurent pas cette chance. On racontait qu'ils étaient retenus prisonniers dans les caves du château d'El Santino, aux abords de la ville. Chaque nuit, ils étaient offerts à titre de défouloir sexuel aux pervers et aux malades qu'El Santino amusait régulièrement par de telles fantaisies. Une fois les frères irlandais écartés, le gigantesque macro-mexicain devint sans conteste le patron de la pègre locale, reconnu comme le criminel le plus violent et le plus craint de tout Santa Bodega. À chaque fois que Sanchez posait son regard sur lui revenaient à l'esprit les images des frères Vincent, violés et torturés. C'était le cas à cet instant précis. « Alors Sanchez, t'as vu quelque chose dont tu aimerais me parler ?» demanda El Santino d'une voix à laquelle on n'aimerait pour rien au monde mettre un visage. Le silence qui, à la suite de cette question, se répondit dans le bar était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. « Eh bien, ce mec qui se fait appeler Jeff a dû venir 1 fois ou 2 ici. » Sanchez saisit sous le bar un chiffon et un verre à bière. Il était tellement à cran qu'il avait besoin d'occuper ses mains. Il se mit donc à essuyer le verre.
El Santino était vraiment effrayant, et la nervosité de Sanchez s'accroissait de seconde en seconde. « Ouais. Et est-ce que Jeffe t'a dit quelque chose ?» demanda El Santino. « Non. Mais je l'ai entendu dire qu'il te cherchait. C'est vrai ? En tout cas, je crois que c'est ce qu'il a dit, » ajouta Sanchez en se concentrant sur son verre. « Bien sûr. Je peux te servir un verre ? Cadeau de la maison. »« Carrément. Un whisky, un triple. Et pareil pour Carlito et Miguel. Tout de suite. » Sanchez prit soin de choisir le meilleur whisky qu'il possédait et en remplit 3 verres. Il s'aperçut qu'il tremblait. Aussi les remplit-il le plus vite possible afin que personne ne s'en rende compte. Il versa des mesures aussi égales qu'il le pouvait en pareille circonstance et posa enfin les 3 verres sur le comptoir, à côté du whisky qu'il buvait lui-même avant l'arrivée des 3 bonhommes. « Salut, dit Dinero, baragouina-t-il dans un sourire forcé et peu rassuré. El Santino planta son regard froid dans le sien. « Sanchez, dit-il. Ouais, la ferme. Ok, désolé. » Le colosse ne tendit pas la main vers son verre, et ses gardes du corps ne prirent même pas la peine de se rapprocher du comptoir. « Alors, Sanchez, est-ce que Jeffe avait quelque chose pour moi ? » ?»« Ouais, il avait quelque chose pour toi. » Sanchez savait qu'une moitié de mensonge serait déjà de trop pour El Santino. Ce dernier était réputé pour renifler les fausses vérités, ainsi que pour son manque total de pitié envers ceux qui essayaient de le tromper. « Alors, pourquoi ne l'a-t-il toujours pas amené ?» demanda-t-il sans lâcher Sanchez du regard. « Qu'est-ce qu'il fout ?»« Ça rime à rien, pensa Sanchez. Il allait devoir lui dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et sans l'aide de Dieu. Il s'est fait voler par un certain Marcus, mais je suis en train de l'aider à la retrouver. Toi, t'es en train de l'aider ? Ouais. Je connais un spécialiste de la récupération d'objets volés. Un mec qui a son petit carnet d'adresses. » Un court instant, le regard d'El Santino suggéra qu'il pensait que Sanchez en savait plus sur le vol de la pierre que ce qu'il voulait bien lui raconter. « Je vois. Et combien Jeffe t'a proposé contre l'objet volé ?» demanda-t-il. « 20 000. » El Santino s'est fendu d'un sourire très bref et très inquiétant. « On va faire comme je vais te dire, Sanchez. Tu retrouves la marchandise avant Jeffe et je t'en offre 50 000 si tu me l'amènes directement. On se connaît depuis un bail, toi et moi. J'ai confiance en toi. » « Ça roule, El Santino. C'est toi le patron. »« Bien, dit le colosse en saisissant enfin son verre. Et tu sais pourquoi j'ai confiance en toi, hein, Sanchez ?» Le barman fut soudain recouvert de sueur. Il détestait qu'El Santino pose des questions délicates, et, en l'occurrence, comme à son habitude, il attendit aussi longtemps que possible avant d'ouvrir la bouche, dans l'espoir que son interlocuteur réponde lui-même à sa question. Ce qu'El Santino ne manqua pas de faire. « J'ai confiance en toi parce que t'es pas assez con pour essayer de me doubler. Tu me connais trop pour prendre ce risque, et c'est bien la seule chose que j'apprécie chez toi. » Il observa une pause, puis ajouta « Tu sais où me trouver. » Il avala d'un trait son triple whisky, heurta le verre contre le comptoir et sortit du tapioca comme il y était entré, flanqué de Carlito et Miguel, qui n'avaient même pas, eux, touché à leur verre. Sanchez les récupéra pour en renverser le contenu dans la bouteille de whisky. Ses genoux tremblaient aussi fort que ses mains. Et il remercia intérieurement ce qui faisait office de Dieu à Santa Bodega que Jeffe et Jessica avaient quitté le bar 20 minutes plus tôt. C'était une chance incroyable pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'El Santino aurait probablement tué Jeffe ainsi que quelques clients innocents s'il avait trouvé le chasseur de primes dans le bar sans la pierre. Et, deuxièmement, parce que cela signifiait que si Elvis parvenait à retrouver la pierre avant Jeffe, il recevrait d'El Santino la magnifique somme de 50 000 $, à se partager en 2, au lieu des 20 000 offerts. Bien entendu, si Jeffe venait à apprendre qu'il avait été court-circuité, sa réaction poserait sûrement problème, mais Sanchez était convaincu qu'Elvis serait à même de le régler. Il est temps d'appeler Elvis, pensa-t-il. Le tueur à gages avait retrouvé Marcus Lafine très rapidement. Il bénéficiait donc d'une longueur d'avance dans la quête de cette pierre. Ni El Santino ni Jeffe ne semblaient être au courant de la mort de Marcus. Et il ne faisait aucun doute qu'une pareille nouvelle ferait le tour de la ville en moins de temps qu'il n'en fallait à un moine pour cracher une gorgée de pisse. Sanchez savait que très vite, il finirait par l'apprendre. Chapitre 19. Jeffe entra brusquement dans l'International Hotel de Santa Bodega et se dirigea tout droit vers le réceptionniste de nuit, assis derrière le comptoir, et qui manifestement s'ennuyait à mourir. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le chasseur de primes s'apprêtait à le distraire comme jamais. Mais dans quelle putain de chambre se trouve Marcus fut sa première question. Le réceptionniste, un jeune latino d'environ 18 ans, soupira et adressa à Jeffe un regard qui traduisait la lassitude de devoir répondre,
pour la 100e fois, à cette question. « Marcus Lafouine ?» demanda-t-il en bâillant. « Ouais, il est mort. »« Quoi ? On a retrouvé son corps ce matin. La police a passé les lieux au peigne fin pendant toute la journée. Putain. Ils savent qui l'a tué ? Non. Eux, ils l'ignorent. » Cette révélation avait rendu Jeff de mauvaise humeur. De vraiment mauvaise humeur. Le réceptionniste s'était avéré plus utile qu'il ne l'avait espéré, mais il ne s'attendait pas à une aussi mauvaise nouvelle. Si l'assassin de Marcus n'était pas en possession de la pierre, c'était la police qui devait l'avoir. Et qu'est-ce que le réceptionniste avait voulu dire par « eux, ils l'ignorent » ? Et qu'est-ce que tu veux dire par « eux, ils l'ignorent » ? Le réceptionniste était un jeune homme naïf et qui, manifestement, ignorait à qui il avait affaire. D'une façon que Jeffa jugea peu respectueuse, il fit signe au chasseur de primes de se pencher vers lui. « Je ne fais qu'un remplacement. Le type habituellement en poste est parti hier soir. Il s'est cassé tout simplement, avec sa copine qui était une femme de chambre. Et ils ne sont pas prêts de revenir. À ce qu'on dit, ils ont vu quelque chose. À mon avis, ils savent qui a tué ce pauvre mec, et ils se sont cassés au cas où l'assassin reviendrait pour leur régler leur compte. » Sainte-Marie sur une Harley. Les narines de Jeffa se gonflèrent en une puissante inspiration. Ce qu'il venait d'entendre finissait de le mettre en rogne. Il était fou furieux, même si, contrairement à son habitude, il parvenait vaguement à se contenir. « Où est-ce que je peux trouver l'ancien réceptionniste ? Où est-ce qu'ils habitent, sa pute et lui ? » L'information ne sera pas gratuite. Erreur. Jeffa attrapa la tête du réceptionniste et la battit violemment contre le comptoir. « Maintenant écoute-moi bien, espèce de sale petite merde, siffla-t-il entre ses dents. Dis-moi où je peux les trouver ou je t'enfonce le nez jusqu'au cul. Ok, merde, personne veut payer pour cette info. » Le jeune latino grimaça de douleur, vaguement assommé. « Ça veut dire quoi ça ? Qui d'autre t'a interrogé ?» La réponse du réceptionniste ne se faisait pas entendre instantanément. Jeffa écrasa à nouveau son visage contre le comptoir. Cette fois, un craquement désagréable se fit entendre. Il venait de lui casser le nez. Il n'y avait plus le moindre doute sur l'identité de celui qui menait la discussion. Un couple d'un certain âge, assis sur un canapé tout proche, releva la tête, prêt à prendre la défense du jeune réceptionniste. Un rapide coup d'œil de Jeffa dans leur direction, et ils décidèrent sagement de rester tranquilles. En levant la tête, le jeune homme eut la bonne idée de répondre aussitôt, malgré tout le sang et la morve qui coulaient de ses narines. Articula-t-il tant bien que mal. Les flics voulaient savoir la même chose, et aussi, ce type bizarre déguisé en Elvis. Un putain d'enculé, je te jure, un vrai malade. Il est passé il y a 1 heure. Et tu lui as dit où il les trouverait, l'autre réceptionniste et sa pute, c'est ça ? J'avais pas le choix. Il m'a forcé de lui dire « Regarde ce que cet enfoiré m'a fait. » Et il leva la main gauche autour de laquelle était enroulé un épais bandage. Il tira un peu sur une extrémité, découvrant une profonde entaille qui sillonnait sa paume du pouce à l'auriculaire. Elle était si profonde qu'elle avait failli lui couper la main en 2. Jeffa l'observa attentivement, un court instant, et adressa un regard d'empathie au jeune homme. Puis il sortit son flingue de sous son gilet de cuir noir et tira en plein dans la cicatrice. Bang ! Le sang gicla dans tous les sens. Il y eut un hiatus de 2 secondes, le temps que le réceptionniste comprenne ce qui venait de lui arriver, et il se mit soudain à hurler de douleur en tombant de son fauteuil. Le couple de personnes âgées quitta le canapé et sortit de l'hôtel sans un mot. Jeffa ne leur prêta pas la moindre attention. Il se foutait du nombre de personnes qui pouvaient le voir et pouvaient l'identifier par la suite. Il devait récupérer cette pierre, et rien ni personne ne se mettrait en travers de sa route. Et maintenant, espèce de sale petite merde, dis-moi un peu, quel est ton plus gros problème, moi ou cet enculé d'Elvis ? Toi, c'est toi, pleurnicha le réceptionniste en tentant désespérément de garder sa main en un seul morceau. Bien, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur l'essentiel, tu vas me dire où je peux trouver ce putain de réceptionniste qui a disparu dans la nature avec sa pute. Et je veux que tu me dises tout ce qui serait susceptible de m'intéresser. Tu peux commencer par leur nom. Dante. Il s'appelle Dante et sa copine, elle s'appelle Casey. Où est-ce que ce Dante et cette putain de Casey habitent ? Le réceptionniste n'était plus à présent qu'un tas tremblant et gémissant, recroquevillé en position fétale, espérant de tout son cœur que quelqu'un viendrait l'aider. Chut, bégaya-t-il. Ne me dis jamais chut, espèce de sale petit enculé, gronda Jeffa. Il pointa son arme vers la tête du réceptionniste. Shamrock House, appartement 6, lâcha précipitamment le jeune homme pétrifié. Jeffa dirigea le canon de son arme vers le plafond en signe d'apaisement. Comment tu t'appelles, fiston ? Demanda-t-il d'une voix plus calme. Gilles. Gilles, ne me dis plus jamais chut. Je le ferai plus, je te jure. Bang !
Jeffa venait de tirer une balle en plein milieu du visage de Gilles et il vit sans la moindre émotion les bouts de cervelle déchiquetés du jeune homme se répandre sur la moquette et le mur derrière lui. « Et ne jure pas, espèce de sale petit con !» Nanti de l'information dont il avait besoin, Jeffa tourna les talons et se dirigea vers l'entrée principale de l'hôtel. Il s'arrêta une fraction de seconde pour tirer dans le pied d'une vieille femme qui passait devant lui dans le hall. Elle s'écroula, ravagée de douleur. Lorsqu'elle recouvra suffisamment ses esprits pour se rendre compte de ce qui lui était arrivé, Jeffa était parti depuis bien longtemps. Direction Shamrock House, pour tuer Dante et Casey, et récupérer cette pierre bleue. Chapitre 20. Shamrock House, appartement 6. En réalité, Jeffa ne s'attendait pas à y trouver Dante et Casey. Pas vivant en tout cas. Il n'était probablement pas très malin, mais quand bien même aurait-il été stupide au point de rester dans leur appartement, ce foutu Elvis les aurait sûrement déjà massacrés. Jeffa avait du mal à comprendre ce qu'Elvis venait faire dans cette histoire. Il pouvait travailler pour le compte d'El Santino, à moins qu'il ait été engagé par Sanchez pour retrouver la pierre. Dans ce dernier cas, cela signifiait que le barman avait réagi très rapidement. Quoi qu'il en soit, si Elvis avait mis la main sur Dante et Casey, ça signifiait qu'il le devançait dans cette course pour l'œil de la lune. Bien sûr, il était possible qu'il ne soit même pas à la recherche de la pierre. Le fait d'ignorer ce qu'Elvis savait et pour qui il travaillait, si seulement il travaillait pour quelqu'un, emmerdait considérablement Jeffa. Malheureusement, ce problème figurait tout en bas de la liste de ses priorités actuelles, et il ne pouvait décemment pas y consacrer ne fût-ce qu'une minute. Un vieil homme vêtu d'un cardigan gris était assis derrière le comptoir de bois sale et quasi pourri de la réception de la résidence Shamrock House. Il n'essaya pas d'attirer l'attention du nouveau visiteur, et Jeffa fut plus qu'heureux d'ignorer le vieux croulant. Comme il s'était compris sans le moindre échange de mots ni même de regard, Jeffa passa devant la réception et, dédaignant l'ascenseur miteux, gravit les marches de bois moisies qui menaient aux appartements. Il ignorait où se trouvait l'appartement numéro 6, mais le bâtiment était assez étroit, il y avait fort à parier qu'il ne se trouvait pas au premier étage. Il se trouvait en réalité au 3e, et, lorsque Jeffa le repéra enfin, il regretta un peu de ne pas avoir demandé son chemin au vieil homme de la réception. La porte numéro 6 se trouvait au fond d'un couloir froid et humide, au sol recouvert d'une moquette verte et collante. Le papier peint avait dû être un jour couleur crème, mais il était à présent d'un jaune défraîchi, maculé de sombres taches d'infiltration. En plusieurs endroits, il semblait même sur le point de se détacher tout à fait du mur. En arrivant à hauteur de la porte où était fixé un 6 rouillé, Jeffa vérifia qu'il portait bien son arme. C'était un de ses gestes habituels qu'il faisait inconsciemment lorsqu'il s'apprêtait à fondre sur des gens qu'il avait l'intention de tuer. Même s'il le faisait sans y penser, il considérait ce geste comme une sorte de talisman, un rite qu'il devait suivre religieusement. Et comme il s'agissait à présent de réflexe, il ne courait aucun risque de l'oublier un jour. S'étant assuré qu'il était bel et bien armé, il gonfla sa poitrine, rejeta ses épaules en arrière et frappa 3 coups sur la porte. « Eh, y a quelqu'un » cria-t-il. Aucune réponse. Il frappa de nouveau. Toujours rien. Mais il était à présent en proie à une sensation horrible. La sensation d'être observé par des gens qui se jouaient de lui. Un coup d'œil au fond du couloir sombre et pourri le rassura. Il était apparemment seul. Mais la sensation ne le lâchait pas. Ce n'était pas le moment de se laisser aller à de tels sentiments d'insécurité. L'heure était venue d'agir. Crash! Il enfonça la porte. Un seul coup de pied suffit pour qu'elle cède. Elle faillit même sortir de ses gonds. Jeffa se savait robuste, mais la facilité avec laquelle il venait d'enfoncer cette porte semblait indiquer que la serrure avait déjà été défoncée. Le bâton était ravagé par les champignons dus à l'humidité, peut-être la partie avoisinant la serrure était-elle également en sale état, prête à céder au moindre coup de pied. Jeffa ne s'inquiéta pas longtemps de l'état de la porte. Sa priorité était de savoir si quelqu'un se cachait à l'intérieur de l'appartement. Il tira son arme de sous son gilet, prêt à tout, et bondit dans l'appartement, à la façon d'un flic de série télévisée, regardant à gauche et à droite en avançant, afin de s'assurer que personne ne se dissimulait derrière un élément du mobilier. Il ne remarqua rien d'intéressant, du moins dans un premier temps. C'était un studio, modestement meublé d'un lit double recouvert d'une couverture cramoisie, d'un fauteuil disposé face à une petite télévision et d'un lavabo jaune dégueulasse, au-dessus duquel se trouvait une glace crasseuse. Le papier peint était dans un état encore moins enviable que celui du couloir, et il régnait une puanteur de tous les diables, comme si quelqu'un avait déposé un steak sous le lit et l'avait oublié. Jeffa alla ranger son arme lorsqu'il remarqua le sang sur la couette. Il regarda attentivement. Le sang n'avait pas encore été absorbé par le tissu,
et formait une flaque sur la housse cramoisie. C'était du sang frais. Et il s'en rendit d'autant plus compte lorsqu'une goutte tomba du plafond pour s'éclater au milieu de la flaque. Jeffe leva lentement les yeux, puis la tête, et découvrit un type mort accroché au plafond. C'était son sang qui gouttait sur le lit. L'homme avait été littéralement fixé à l'aide d'un arsenal de petits couteaux. Certains transperçaient ses mains, d'autres ses pieds, et 2 autres sa poitrine. On en avait enfoncé un dans sa gorge, 2 assez vicieusement dans ses orbites, et, apparemment, un autre dans son entrejambe. Aïe putain! Il était assez difficile de s'imaginer à quoi avait bien pu ressembler cet homme de son vivant, vu son état présent. Sa peau était comme vernie de sang, et ses vêtements avaient été réduits en lambeaux. Jeffe avait l'impression qu'il avait été écorché par une meute de bêtes sauvages avant d'être ainsi étendu à sécher. Le chasseur de primes avait vu des centaines de cadavres, mais aucun dans un pareil état. « Putain de merde, et toi t'es qui ?» demanda-t-il à haute voix. Le mort ne répondit pas, mais lorsque Jeffe pressa contre lui le canon de son arme, la réponse lui fut fournie. Une chaîne en or glissa du cou du mort et tomba sur le lit. Jeffe sursauta violemment et, après avoir repris ses esprits et retrouvé un rythme cardiaque régulier, il se saisit de l'objet. C'était une chaîne plutôt épaisse avec un lourd médaillon en or qui ne portait que ces simples lettres TCB. Jeff comprit aussitôt. Taking care of business. Elvis Presley avait fait graver ses initiales sur l'une de ses légendaires paires de lunettes. C'était le signe du King. Inutile de chercher plus loin qui était ce type mort planté au plafond. Alors comme ça, c'est toi Elvis. Merde mec, qu'est-ce qui a bien pu t'arriver putain? On dirait que t'as rencontré le diable en personne. Le cadavre, sans surprise, ne répondit pas. Jeff passa quelques minutes à fouiller l'appartement. Il ne trouva rien, et lorsque le poids d'Elvis finit par désolidariser les couteaux du plafond pour s'écrouler lourdement sur le lit, il décida qu'il en avait assez vu pour la soirée, et déguerpit de cet appartement répugnant. Il dévala l'escalier d'un pas rapide, juste assez pour ne pas paraître trop pressé. Le vieil homme de la réception ne leva pas les yeux au passage de Jeff. Il savait pertinemment qu'il valait mieux ne pas s'intéresser à ce qui entrait et sortait de sa résidence. Il était complètement inutile d'être en mesure d'identifier un criminel et de risquer ainsi de se faire tuer pour rien. Une fois dehors, soulagé d'être à l'air libre, Jeff inspira à plein poumon avant de descendre la rue pour rejoindre la voiture. Il allait être extrêmement difficile de récupérer l'œil de la lune. Il lui fallait suivre une nouvelle piste. Qui avait tué Elvis? Et où se trouvait à présent l'œil de la lune? Et est-ce que ce petit con de Dante l'avait toujours en sa possession? Et si c'était le cas, où est-ce qu'il pouvait bien se cacher? Les questions se bousculaient dans sa tête. Elles accaparaient tellement son attention qu'il ne remarqua pas son ancienne Cadillac jaune garée le long du trottoir lorsqu'il passa devant, alors qu'il s'avançait vers sa Porsche argentée flambant neuve.